Le thème, c'est la planification, décision et itinérance. Donc, en fait, on est sur une thématique qui, pédagogiquement, tourne autour de la préparation d'une randonnée, thème qu'on va traiter sous la coloration pédagogique et sécuritaire. D'accord? On va essayer à chaque fois de se référer à des fondamentaux pédagogiques et qu'on va essayer d'appliquer à la rando un petit peu. D'accord? Ensuite, on va essayer de voir un petit peu. Alors, en fait, la planification, c'est quelque chose qu'on fait avant. On planifie, c'est avant la séance. Donc, on est dans la chronologie, dans le temps. Et avant d'aller faire la rando, il y a plein de choses à faire. Donc, on va essayer de voir chronologiquement qu'est-ce qu'il y a à faire. Ensuite, il y a des décisions qui sont à prendre. Alors, les décisions et les actions, elles sont à prendre avant, pendant, et ensuite après, il y a certainement encore des choses à faire. D'accord? Donc, on va voir aussi la chronologie dans le temps. Et quelles sont les décisions importantes qui vont être nécessaires, que ce soit avant, pendant ou après. D'accord? Et puis, le thème là, c'est la problématique spécifique de l'itinérance. Ce n'est pas seulement la randonnée journée ou la randonnée 2 heures, 3 heures, demi-journée, mais là, on est sur une problématique d'itinérance. Et si j'ai bien compris, donc, on va taper sur une problématique itinérance avec bivouac et un certain niveau d'autonomie. D'accord? Voilà. Donc, face à ces thèmes de séance, parce qu'en fait, voilà, on a des emplois du temps type et on a essayé de reprendre un petit peu ce qui se faisait régulièrement en métropole. Moi, j'ai essayé de traduire ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez, je vais grossir un peu plus. Donc, la première chose que je voudrais, c'est qu'on revienne sur ce que je vous avais un petit peu dit en pédagogie et qu'on revoie les éléments d'organisation et de préparation de l'itinérance avec la coloration de ce que je vous avais dit en pédagogie il y a la semaine dernière, au niveau de la formation commune. Vous aurez besoin de contenu de connaissances sur les modalités de calcul des temps. Il faut qu'on s'interroge par rapport à ça. Est-ce que vous maîtrisez bien ce genre de choses-là? Les problématiques et la petite méthodologie qui permet de calculer les horaires de départ. Okay, avec les rétro-planning, en fait, où on revient en arrière en partant du dernier horaire possible. Il y a des stratégies aussi, il faut qu'on réfléchisse sur les stratégies par rapport à la durée et avec des repères cartes. Alors, je vais vous donner 2-3 petites stratégies qui correspondent à la métropole et 2-3 petites astuces qui correspondent plutôt à la Guadeloupe, enfin, à la forêt tropicale, on va dire. Alors, ensuite, j'ai 2-3 trucs à vous dire sur des problématiques de circuit, réchappe, raccourci. OK. La problématique de rando alternative. Et puis, ce que je voudrais, c'est qu'on voit ensemble les problématiques de météo à très court terme, comment on s'organise et comment on le fait. D'accord? Voilà. Et puis, bon, après, ça, je ne vais pas le faire, préparation du TP, préparation itinérance, parce qu'en fait, vous allez le faire dès demain matin. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est le programme. On n'aura peut-être pas le temps de tout faire dans les détails, mais en fait, il faut que vous ayez toutes ces informations-là, et sachant que les autres intervenants vont revenir peut-être plus en détail sur les aspects sécuritaires, sur tout un tas d'autres aspects. Alors, je vous ai préparé un petit document. Ah oui, ce que je voulais vous dire avant de commencer, c'est que j'ai rajouté, alors on va aller là, dans l'espace UF1, en bas, j'ai rajouté un lien vers des ressources, cours et documents pour les stagiaires. Alors là, vous avez beaucoup de choses, hein, mais spécifiques et thématiques UF1 plutôt. Et je vous ai mis aussi un lien vers un document qui doit faire une dizaine de pages sur la thématique de randonnée itinérante, aspect technique. Alors vous verrez, c'est très large, c'est très transversal, mais ça peut être à la limite un truc à lire ce soir avant de vous endormir, histoire de ne plus arriver à dormir après peut-être. Mais bon, vous verrez, c'est un PDF qui fait une vingtaine de pages, qui reprend un petit peu de manière transversale tous les contenus de la formation commune, mais sur la thématique de « je deviens capable d'organiser convenablement des randonnées itinérantes ». Ça marche? Donc, le dossier, les ressources, cours et documents, en fait, c'est un dossier Drive. Et là, vous avez 1 million de choses que j'essaye de classer. D'accord? Donc, tous les docs que je vais utiliser avec vous, je les mets dans le dossier doc JP Borel, mais vous avez un dossier réglementation, un dossier ressources, cotation, itinéraire. Donc, ça peut peut-être nous intéresser tout à l'heure quand on va parler un petit peu de l'évaluation de la rando. Randonnée en sécurité, problématiques de radio, les prises de décision, et matériel de sécurité, etc. etc. D'accord?
Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller naviguer dans ces documents-là et je pense que vous avez pas mal de choses à prendre. Tutoriel d'aide à la production de cartes sur Géoportail, etc., etc. OK? Alors, je reviens ici. Hop, c'est parti. Je reviens sur mon document. Donc, on est sur une préparation de sortie de randonnée avec des aspects qui sont un petit peu spécifiques. Donc, la séance, en fait, je vais remplacer ça par une itinérance. OK? Parce que c'est comme ça que ça va s'appeler. Et vous vous rappelez, je vous avais affiché sur l'écran ce qu'on appelle le schéma de Léon, c'est les différents paramètres de la pédagogie, de l'acte de la préparation d'une action pédagogique. Donc au centre, ici, on a l'action pédagogique. C'est pour un éducateur sportif qui fait des cours dans un gymnase, c'est une séance, hein. Pour vous, c'est une itinérance ou une rando. D'accord? Parce que c'est votre cœur de métier et vos actions pédagogiques tournent autour de ça. Après, vous avez des élèves, d'accord? Il y a vous, l'éducateur sportif AMM, avec ce que vous êtes capable de faire, ce que vous n'êtes pas capable de faire, vos motivations, etc. L'activité, donc l'activité et le milieu. Alors le milieu, il y a plein d'aspects, il y a plein de choses qu'on peut mettre dans le milieu, c'est un grand sac, mais l'activité tourne autour d'une itinérance dans un milieu. Vous comprenez le principe? La randonnée, c'est on se déplace dans un milieu, on est dans de l'itinérance, activité de pleine nature en général, c'est de l'itinérance, d'accord? Et dans un milieu. Donc, il y aura des problématiques de quel milieu on choisit, comment on envisage l'activité et qui sont les élèves. D'accord? Et puis vous, comment vous allez vous organiser à plusieurs peut-être pour préparer cette itinérance. Ça marche? Donc, en fait, c'est hyper important, c'est quand vous préparez quelque chose, de ne rien oublier. Si ce que vous préparez n'est pas adapté à vos clients ou à vos élèves, vous allez vous planter. D'accord? Si la durée, la longueur ou le type d'itinérance que vous allez prévoir, ces activités, n'est pas adapté, ça ne va pas bien se passer. Donc en fait, il faut qu'il y ait une adéquation entre les élèves et ce que vous proposez, par rapport à leur niveau et par rapport à leur motivation, par rapport au temps qui est disponible, par rapport aux moyens matériels, etc. C'est-à-dire toutes ces variables-là, c'est des choses qui sont différentes à chaque fois. Enfin, c'est difficile d'avoir quelque chose d'uniforme. Eh bien, il va falloir s'adapter. L'activité, le milieu, bah, ça va être le choix, donc c'est de la lecture de cartes, la connaissance du terrain, la capacité à consulter des topos, à aller chercher des informations sur la carto, aller consulter les collègues ou les associations pour avoir des retours d'expérience sur un itinéraire, etc. Ça va être l'état des traces, le fait qu'il n'y ait pas eu d'éboulement, enfin il y a tout un tas d'éléments à collecter sur le milieu avant de partir. D'accord? Et puis l'accompagnateur, eh ben, l'accompagnateur, c'est la personne physique qui va gérer tout ça, préparer tout ça, gérer tout ça sur le terrain. Eh ben, quelles sont ses compétences, quel est son niveau? Et peut-être que certains accompagnateurs vont être capables de mettre en place certaines randos, alors que d'autres, il vaudrait peut-être mieux qu'ils ne le fassent pas. Notamment quand vous êtes en début de carrière, c'est évident que vous allez peut-être hésiter à proposer des choses qui ne sont pas bien planifiées, bien préparées. OK? Après, un vieil accompagnateur qui a baroudé dans tous les massifs, etc., il va peut-être pouvoir proposer et vendre à ses clients un voyage sur une thématique de rando dans un massif que personne ne connaît, enfin, que les clients ne connaissent pas et que l'accompagnateur ne connaît pas trop, parce qu'il sait il a suffisamment de bouteilles pour pouvoir s'en sortir. D'accord? Mais dans un premier temps, on ne met pas la barre à ce niveau-là. Ça, c'est une certitude. Ça marche? Donc, en fait, on part sur une problématique, c'est que les participants, donc les élèves, c'est un groupe. Alors pourquoi d'après vous? Personne n'a une idée? Peut-être qu'en général, enfin, les participants, ils sont plusieurs, quoi. Ils sont Ben pas ouais, tous seuls. mais pourquoi ils sont plusieurs? Parce qu'ils viennent ensemble. Oui, C'est une entité, quoi.
Ouais, on emmène des groupes en montagne, c'est ça? Après, il y a peut-être une problématique d'argent. Bah oui, En s'ils sont général, 10, ça fera plus les de gens, sous. voilà, c'est ça. Ouais, Quand on est d'accord. on récupère plus de monde, ben, on peut récupérer plus de tout. Ok. Alors, le nombre de participants, il est intéressant sur le plan économique, mais il pose des problèmes d'organisation, il pose des problèmes qui sont liés à quoi? S'il y a beaucoup de monde, si vous avez 8, 10 personnes, La sécurité. la L'encadrement. sécurité, L'encadrement. Enfin, il l'encadrement. faudrait peut-être avoir 2 encadrants. Alors après, ouais, c'est ça, nous, en formation des accompagnateurs, on considère qu'au-dessus de 8, il faut être à 2. En formation, parce qu'on fait des trucs qui sont peut-être un petit peu plus techniques, etc. D'accord? En fait, un accompagnateur, il n'est pas limité. C'est-à-dire, si vous êtes sur une petite randonnée de proximité à visée naturaliste et puis que vous êtes capable de bien commenter, d'organiser les gens pour qu'ils puissent vous entendre parler, etc., vous pouvez prendre 20 personnes. Par contre, si vous avez une personne qui a un accident sur 20 personnes, comment vous gérez? Ça veut dire que vous êtes capable de gérer. OK? Alors, des fois, il faut mieux faire un peu attention. Après, si vous avez un client qui est fortuné, qui vous embauche pour faire une itinérance ou pour faire des randonnées, et il est seul, et ben votre client, le groupe, ça sera un client. Pourquoi pas? Vous voyez ce que je veux dire? Et je vous le souhaite, ça, parce que c'est super sympa d'emmener un client un peu fortuné avec sa femme, et puis vous lui faites découvrir un massif et tout, c'est super. S'il a les moyens de payer et de payer au tarif syndical des journées qui vous permettent de fonctionner, c'est super. Hein, ça se produit, ça se fait. Les guides fonctionnent beaucoup comme ça, d'autant plus que c'est très technique l'alpinisme et donc ils ne peuvent pas emmener beaucoup de monde. Donc la notion de groupe, elle se réduit très très fort. Quand on a 2 personnes, c'est déjà le maximum. OK. Donc le nombre de participants, c'est quelque chose qui est très très important. Donc là, on va commencer à préparer. Dans ce groupe, vous serez combien pour l'itinérance? 8. Des groupes de 5. Alors 8, 6. ben, 6. au total, vous êtes combien? Vous serez 5 ou 6? Ouais, 6. 5 ou 6 stagiaires. Quel niveau en randonnée? Une chose dont on est sûr chez vous. Moi, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu marcher, mais la chose dont on est sûr. On a une C'est bonne marché. condition physique. Bonne condition physique. Bah oui, réussite probatoire. Voilà. Vous avez été capable de réussir le probatoire. Donc, je sais Voilà. déjà qu'on peut vous proposer 1200 mètres de dénivelé, ça va le faire, quoi. Vous allez survivre. Ensuite, vous êtes capable de lire une carte et vous êtes capable de vous orienter d'ores et déjà parce que vous avez trouvé les balises. OK? Vous aviez un sac qui était conforme avec un fond de sac conforme au probatoire. Et donc, ça, vous êtes déjà un public très particulier. D'accord? OK? Allez, ensuite, il y aura qui d'autre? Il y aura un accompagnateur, formateur. Ouais. D'accord? Et il y a une chose qui risque et qui sera aussi évaluateur. C'est-à-dire qu'il va avoir un statut, c'est un peu particulier quand même. Hein. Vous allez être ensemble, mais en fait, c'est vous qui allez gérer le groupe. Et il y a des moments, il va vous dire, ah non, non, passe pas par là. Peut-être qu'il dira ça. Et dans ce cas, vous êtes évalué, vous allez, oh là, oh là, oh là, oh là, qu'est-ce qui se passe et tout. Hein. Vous voyez, donc on va se retrouver dans un système de relation entre le formateur, évaluateur et vous, qui peut éventuellement vous déstabiliser. OK? Enfin, j'imagine. Hein. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on est en train de voir les élèves, le groupe. L'âge. Adulte en bonne santé, on va dire. Hein? Parce qu'il n'y a pas que l'âge. Hein. L'âge, ça fait référence aux différents publics, mais chez les adultes, ça fait aussi référence, quand l'âge devient important, ça fait aussi référence à des problèmes de conditions physiques et des choses comme ça. OK? Alors, je vous donne une petite anecdote. Si on vous dit, bon, bah, je suis un client, je voudrais aller faire la pelée, puis je voudrais faire un bivouac et tout, je pèse 90 kilos, j'ai 60 ans, vous allez peut-être avoir des a priori. D'accord? Moi, j'ai 62 ans, je fais 90 kilos.
Et ben, vous pouvez m'emmener faire des randonnées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faire attention de ne pas classer les gens. Il faut se donner un peu des moyens pour évaluer. Donc, il y aura peut-être des. Moi, comment on fait pour évaluer un client au téléphone ou d'après vous? Bah, lui parler de ses expériences qu'il a déjà fait en montagne. Ben ouais, on discute un petit peu, on fait sympa. On discute, ouais, alors c'est quoi vos dernières randos et tout? Ben, j'ai fait ça. Oh putain, oh, ça c'est il y a 1400 mètres de dénivelé. Mais vous avez fait ça dans la journée? Ouais, ouais, bah ouais, d'accord, c'est bon. Et là, il y avait un passage difficile, ouais, ouais. Mais non, sans problème, hein. Voilà, vous allez pouvoir, en discutant avec la personne, avoir, en la faisant parler sur ce qu'elle a vécu, déjà c'est sympathique, on prend contact, et ensuite on arrive bien à juger les gens. D'accord? On arrive bien à savoir. Et puis vous allez demander qu'est-ce que vous avez comme matériel? Bah, chaussures de trail, ou alors moi j'ai des grosses godasses d'alpinisme, je ne sais quoi. Est-ce qu'il a fait de l'alpinisme? Est-ce qu'il a. C'est une bonne manière d'évaluer les gens à la jumelle, au télescope. On les a au bout du fil, ou on leur fait un petit questionnaire, mais bon, ça permet déjà d'évaluer un petit peu le niveau. D'accord? Parce que tant qu'on n'a pas vu les gens sur le terrain, ben on ne sait pas trop ce qu'ils valent. Donc il faut mieux quand même prendre un peu des garanties avant et savoir un petit peu. Alors, donc le niveau, c'est la condition physique. Est-ce qu'il y a des problèmes de santé? Alors le sexe, est-ce que ça a une importance? Masculin, féminin, on s'en fout? Ouais. Bah, Fais gaffe, dis pas un truc de misogyne. Hein. On s'en fout pas forcément parce que si on est en itinérance, il y a Voilà. la capacité à porter un certain nombre de kilos. Voilà quoi. Parce que les femmes, elles peuvent moins porter que les hommes? Ben, en principe. Après, c'est chaque personne qui a sa capacité physique, mais en principe, on voit bien déjà pour le probatoire, les femmes portent moins que nous. Ouais, ben ça, moi, je trouve que c'est. Donc, Oui, c'est à prendre en compte, c'est à prendre en compte parce qu'il va falloir transporter du matériel, il faut savoir qui va transporter quoi. Parce qu'il y a une répartition du matériel commun au départ de l'itinérance. Oui, il peut y avoir du matériel commun, on est bien d'accord. Moi, je Et pense donc, que en fait, je vous donne l'exemple de ma femme qui faisait de l'alpinisme avec moi. Elle montait avec 20-25 kilos au bivouac. Moi, je montais avec 23-24. On avait tout confort au bivouac. Hein. Mais en fait, 20 kilos, 1200 mètres de dénivelé, c'était sans problème. Hein. Donc, je ne vois pas pourquoi une femme ne pourrait pas porter. D'accord? Voilà. Donc, à taille égale. Et en plus, en général, quelqu'un qui mesure 1m50 et qui pèse 48 kilos a des vêtements plus petits, a des chaussures plus légères. Enfin, tout est plus léger. Et donc, globalement, le sac est aussi plus léger. Hein, c'est un peu en proportion de la personne. Le duvet est plus petit, etc., etc. Donc, oui, bon, le sexe, je ne sais même pas s'il faudrait trop en parler, en fait. Les motivations, ça, c'est super important. On est bien d'accord? La langue, si vous ne parlez pas la langue, ça risque de vous poser problème. Niveau socio-culturel, pourquoi c'est important, ça? Il faut préparer un peu ces animations, donc il faut savoir ce qu'on va pouvoir dire et qui sera compris par le client. Oui, vous allez vous adapter. C'est-à-dire que c'est à vous d'utiliser le vocabulaire et les sujets de conversation et le niveau d'abstraction dans vos commentaires sur le milieu qui correspond au public. D'accord? Donc ça a au moins cette importance-là. Donc globalement, le client adulte moyen, il a un assez haut niveau socioculturel parce qu'il a moyen de payer la prestation. Il a eu moyen de se payer le voyage jusqu'à Martinique en général. D'accord? Et donc le niveau est assez élevé. Est-ce que c'est des touristes ou c'est des clients habitués aussi? Hein? Donc là, dans notre cas, on pourrait ajouter quoi? Vous avez besoin de savoir quoi sur les participants? On passe sur du bivouac. Donc, qu'est-ce que vous devez vous poser comme question entre vous, là? Est-ce que vous avez déjà dormi en hamac? Il y a hamac ou tente, non? Voilà, il y a cette capacité à dormir en hamac ou en tente. Et puis, il y a aussi
Le régime alimentaire. Alors, Savoir expérience ce du que les bivouac gens- hamac en Ah forêt oui, le régime tropicale. alimentaire. Mm. Ok. Alors après, est-ce que c'est vous qui allez être le cuistot et qui allez tout faire, ou est-ce que chacun se débrouille avec son petit repas, etc. Ça dépend de la Comment ça se passe? prestation qu'on propose. Non, mais là, on est en train de préparer. Vous allez réfléchir sur l'itinérance. Vous, entre vous, là, est-ce que vous allez être chacun sous votre bâche à manger, ou vous allez vous mettre par deux ou Bah par là, ça, trois? c'est plus un travail collectif, tous ensemble. Alors, Oui. si c'est tous ensemble, ça veut dire quoi? Pour ceux qui ont déjà fait des bivouacs en hamac. Ça veut dire qu'on partage et on se décharge chaque nourriture que chacun porte pour des repas, les petits déjeuners et ainsi de suite. Oui, oui ou non, c'est pas grave. L'important, c'est de manger ensemble. d'être C'est ensemble. l'entraide pour monter les hamacs, pour monter les tentes. Bah, il suffit que chacun ait son sac avec tout ce qu'il faut. Mm. Vous Ah, n'allez c'est pas pas un souci. monter le repas. Il n'y a pas une personne qui va prendre le repas du lundi et du mardi, une personne qui va prendre le repas du soir du mardi et du mercredi. C'est pas comme ça. Chacun va va préparer son sac. En plus, c'est formateur pour vous. D'accord? Donc, vous allez être autonome sur le plan de la nourriture, mais vous allez prendre votre petite gamelle. Et puis, c'est quand même plus sympa d'être à plusieurs et puis de discuter, quoi, à la veillée, avant de se coucher. La nuit tombe vite. D'accord? Donc, ça veut dire quoi, ça, concrètement sur le bivouac, si vous n'y pensez pas? Vous n'avez pas fait des bivouacs sous hamac en forêt tropicale? Ben, il faudrait au moins Bah, il faut une bâche, des stagiaires qui ait une grande bâche. Il faut une bâche pour la pluie. Ouais. Suffisamment grande pour qu'il y ait la place pour tout le monde dessous. D'accord? La bâche commune pour le repas. Ouais. Voilà. Alors, c'est une bâche commune dessous, il y aura le hamac de celui qui invite les autres, hein, mais bon, en général, c'est celui qui a la plus grande bâche qui se retrouve avec 10 personnes autour. Hein, d'accord? C'est-à-dire que tout le monde vient et puis en général, c'est comme ça que ça se passe et on est ensemble et c'est assez sympa. Il y a un côté convivial au bivouac en forêt qui est super important. Si vous n'avez pas une bâche qui est assez grande et comme il y a une chance sur deux qu'il pleuve le soir quand vous allez finir d'installer votre bivouac, ben, ça va être très triste parce que chacun sera sous sa petite bâche et en train de faire ses petites affaires. D'accord? Ok? C'est tout bête, hein, c'est que des détails, mais en fait, ça veut dire qu'il faut prévoir tout un tas de choses. Ensuite, est-ce que faut vous poser la question, qui n'a pas fait de bivouac sous bâche et avec hamac, d'accord? Et quels sont les conseils qu'on peut donner? Est-ce que vous pouvez vous informer ou vous former entre vous en vous donnant des conseils sur comment se déroule un bivouac? D'accord? Est-ce qu'il y a besoin d'une scie ou d'une machette? Est-ce qu'il en faut plusieurs? Est-ce que ça pose pas de problème par rapport au milieu naturel? Qu'est-ce qu'il faut comme corde? Combien de longueur de corde il faut? Quelle est la surface de la bâche? Est-ce qu'une 3 mètres sur 2 ça suffit? Ou est-ce qu'il vaut mieux avoir plus? Est-ce qu'il faut une moustiquaire? Pas de moustiquaire? Où est-ce que vous allez dormir? À quelle altitude? Moi, j'ai plein de questions qui font que le bivouac, le premier sera plus ou moins confortable et que le deuxième sera possible ou non. Parce que quand on a pris l'eau complètement au bivouac, au premier, le deuxième bivouac, ça devient assez inconfortable. Hein. On finit en boule dans une racine et puis enroulé dans la bâche et on pleure toute la nuit. D'accord? Donc ça fait partie des choses que vous devez envisager sur le fait que vous n'avez peut-être pas tous une assez bonne expérience du bivouac sous bâche. D'accord? Si c'est le cas, c'est bien, mais ceux qui ont le plus d'expérience vont pouvoir tutorer les autres. Ok? Ça marche pour tout le monde, hein? Vous avez bien... Mais c'est des trucs tout bêtes, hein? Moi, je fais un nœud avec mes chaussettes sur la corde qui amène sur la bâche. Pourquoi? Parce que quand il pleut, il y a de l'eau qui coule le long de la corde et ça va sur les chaussettes et ensuite ça fait un goutte à goutte qui tombe de la chaussette et comme ça, j'ai pas d'eau dans mon hamac. C'est tout con. Mais si vous savez ça, c'est des petites astuces comme ça qui font que... Hein, qu'on dort plus confortablement. Qu'on ne prend pas l'eau s'il pleut pendant toute la nuit. Alors, le milieu. Alors, dans le milieu, là, j'ai mis la météo. Donc, il va falloir prendre la météo. Est-ce qu'on peut commencer à prendre la météo pour mardi prochain? Oui. Après vous. Non. Ouais. Non. Vous l'avez fait déjà? Non. Alors moi, pour mardi prochain, ce sont des probabilités à 40%, donc c'est un peu loin, quoi. Ben ouais, mais c'est un peu loin, mais il faut le faire quand même. Ouais. En fait, non, mais c'est vrai. voilà,
Ouais, on sait déjà pas mal de choses. Donc là, vous avez bien remarqué qu'il fait assez beau, qu'il y a du vent du sud-ouest qui est lié au fait qu'il y a une perturbation assez forte. Je ne sais pas s'ils l'ont classé comme dépression ou tempête, mais ça commence à envoyer pas mal quand même. Ça doit être pas loin, on doit pas être loin de la tempête, d'accord? Et vous pouvez regarder que les suivantes, c'est l'onde tropicale qu'on avait identifiée l'autre jour en faisant le cours, et puis ici, il se passe des choses quand même, hein. Moi, je considère que par rapport à la saison cyclonique, on est d'habitude, c'est entre le 15 août et le 15 septembre que c'est le plus fort. Et là, je considère qu'on attaque sur les 10 jours dangereux, les 15 jours dangereux. OK, pour la saison cyclonique. Jusqu'à présent, ça s'est assez bien passé, sauf pour les États-Unis. Mais pour nous, ça s'est assez bien passé. Et là, on va avoir une quinzaine de jours, 3 semaines, où ça va enchaîner sur l'Atlantique assez fort. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on va surveiller tout ça. Et bien là, on a déjà une prévision jusqu'à mardi prochain. Donc, je vais aller sur mardi prochain. Et donc, je vois que mardi prochain, on va se retrouver à peu près dans la situation, potentiellement, dans laquelle on est actuellement. C'est-à-dire que on aura du vent d'ouest, avec des grains qui vont être... Il y aura des lignes de grains peut-être. Et puis, potentiellement, ça va être peut-être une météo agréable, mine de rien. D'accord? Mais il y aura certainement un petit peu de pluie quand même. Je change de modèle et je m'aperçois, waouh! Chaque modèle, il y a une imprécision sur les modèles. D'accord? Je passe sur icône, et là, c'est encore pire. C'est-à-dire que la position de la tempête qui va être sur l'Atlantique, elle est erronée à 3 jours. D'accord? Donc, si on prend le SMWF, quand on va se mettre mercredi prochain, on a un cyclone qui passe au nord. Si je fais la même chose avec le GFS, le cyclone, il est en approche, donc on aura de l'alizé et du beau temps, enfin ça ira bien. Et Icône, lui, va nous dire, on se retrouve en situation d'alizé et il y a une tempête très très loin. Donc ça, il faut surveiller parce qu'en fait, ça va s'affiner et les modèles vont avoir tendance à prévoir la même chose, de plus en plus. On peut dire qu'à 3 jours, on sait ce qui va nous arriver. 3-4 jours. D'accord? Bon, pour le moment, aucun des modèles ne nous dit qu'on va avoir un cyclone et des gros problèmes pour organiser la sortie. D'accord? Mais on est vraiment dans de l'aléa. Je vous encourage tous les jours à regarder ça et à voir un petit peu comment ça avance et comment ça se produit. Je vous rappelle que vous avez le site de NOAA. Et sur ce site, vous pouvez voir... Ah ouais, j'arrive jamais à trouver quand j'arrive ici. Hurricane. Voilà, ici. Donc là, on a Peter qui a déjà été déclaré nommé, donc qui est en tempête tropicale, et Rose qui est derrière. Ça marche? Donc si on clique sur Peter, on voit les prévisions de trajectoire. Donc ça ne nous concerne pas, en fait, c'est déjà du passé pour nous. Rose qui est en train de se former, il prévoit qu'il va monter très très fort. Donc, pour le moment, on n'est pas trop inquiété. D'accord? Pour les deux qui sont... Et celle-là, 20% de chance que ça devienne un cyclone, c'est ça qui nous inquiète pour mercredi prochain. D'accord? Ça, c'est à suivre. Donc, Peter et Rose ne vont pas nous embêter, mais celui-là, il faut le suivre. Donc là, ce qu'il faut, c'est prendre l'habitude. Moi, tous les matins, je prends 5 minutes, je me réveille, je prends 5 minutes, je prends ma tablette et je regarde un petit peu ce qui va se passer à droite, à gauche. OK? Ça marche pour tout le monde? Mais on sait que mardi, mercredi et jeudi prochain, il faudra faire avec la météo qui va arriver. D'accord? Le terrain, la connaissance du terrain, le choix de l'itinéraire. Donc, il faudrait que vous ayez plein d'informations sur l'état actuel du terrain, l'état des traces, est-ce qu'elles sont ouvertes, pas ouvertes, qui est passé le dernier sur cette trace, est-ce qu'il y a un trail qui a été organisé, alors c'est bien piétiné, mais ça a ouvert la trace un peu mieux. Est-ce que s'il y a un endroit, il y a des petites mains courantes, des endroits un petit peu raides et tout, est-ce que c'est équipé ou est-ce qu'il y aura peut-être besoin de faire quelque chose? Est-ce qu'il y a des endroits où la trace s'est refermée et ça risque de jouer sur l'horaire? D'accord, ça va être peut-être compliqué même de la retrouver. Je sais que sous la Pelée, quand on descend côté sud de la Pelée, sud-sud-ouest, il y a des traces qui sont quasiment impossibles à retrouver. C'est très très difficile. On a vraiment du mal à retrouver la trace.
Pourtant, elles existent, elles ont été pratiquées, etc. Donc vous devez vous mettre à jour par rapport à ça. Ça, c'est très important. Est-ce qu'il y a de la forêt ou il n'y a pas de la forêt? Pour plein de raisons, s'il y a de la forêt, il va y avoir peu de visibilité, donc vous serez obligé de faire de la navigation de précision, un peu comme un brouillard en métropole. D'accord? La vitesse de progression va jouer aussi. Hein, si vous êtes dans la savane d'altitude, ce n'est pas la même chose en termes de progression que dans la forêt. Et puis, est-ce qu'il y a des intérêts par rapport au milieu, au patrimoine éventuel? D'accord? Peut-être qu'il y a des choses à voir sur l'histoire de l'homme sur le massif, etc. Donc, il faudra choisir un itinéraire. Alors, je vous invite à consulter la carte, d'accord? Et puis à choisir un itinéraire. Ça marche? Et à commencer à réfléchir à ce que vous allez pouvoir faire comme itinérance sympathique sur la Martinique. Les Martiniquais, pour eux, c'est un peu plus facile parce qu'ils connaissent bien. Les autres, essayez de jouer le jeu quand même. D'accord? Essayez de réfléchir à ça. Quel matériel et quelle nourriture? Alors, la logistique et le matériel. Quelle va être la durée de la sortie? Donc là, vous savez que c'est 3 jours, mais combien d'heures on va marcher tous les jours? Combien de temps va être nécessaire pour préparer le bivouac? Pour que tout soit installé de manière à pouvoir manger en ayant encore un petit peu de lumière peut-être? D'accord? Et puis avoir le temps de bien dormir, sachant qu'on met 2 heures pour décoller d'un bivouac le matin, hein, 2 bonnes heures quand on est un groupe. Et donc, il faudra calculer le nombre d'heures de marche dans la journée en fonction de ces éléments-là. D'accord? Si vous ne maîtrisez pas ça, c'est compliqué. N'essayez pas de partir en moins de 2 heures d'un bivouac. C'est très difficile. Le temps de tout plier, de remettre les choses bien au sec et tout, parce que le lendemain soir, il va falloir attaquer. Et donc, on ne peut pas ranger n'importe comment. Et ben, c'est assez compliqué. Est-ce qu'il y a des échappatoires? Est-ce que vous pouvez prévoir des points de rendez-vous, des variantes aussi sur l'itinéraire? Est-ce qu'il faut prévoir un système de fiches avec les numéros de téléphone portable de tout le monde pour que tout le monde ait les numéros de téléphone de tout le monde, par exemple? Peut-être une petite fiche plastifiée, si l'on a trouvé une plastifieuse. Ça peut être sympa. Des fois, si on se sépare un tout petit peu, ou si on a qui... des fois on peut avoir besoin de s'appeler. D'accord? Quel véhicule on va utiliser? D'accord. Ça, c'est important aussi. Comment on va s'organiser? Est-ce que les Martiniquais ont des véhicules? Est-ce que, si c'est des clients, est-ce qu'ils ont leur véhicule? Ce qui est le plus simple. Ou est-ce qu'il va falloir les transporter? Ce qui pose plein de problèmes juridiques et plein de problèmes d'organisation et de fait d'amortir un matériel qui est un véhicule de transport en commun, en fait, hein, où on va pouvoir prendre des gens. Et puis, quelles informations et conseils on va donner par rapport aux chaussures, par rapport aux vêtements, par rapport à la dimension de la bâche, au type de réchaud, etc., etc. OK? Donc tout ça, ce fichier, il est en ligne, hein, il est dans le dossier ressources. Hein. Et puis après, quand on est professionnel, il y a tout ce qui est facturation, contrat, prestation, relations commerciales, comment on fait pour communiquer. Le repérage préalable, est-ce qu'il est nécessaire, pas nécessaire? Est-ce que vous aurez le temps? Ou est-ce que vous vous contenterez de prendre l'avis des Martiniquais qui connaissent déjà bien? Ou est-ce que vous allez vous débrouiller, pour ceux qui sont en Martinique, d'aller repérer peut-être les endroits un peu clés en allant faire un petit entraînement Steam Try pour aller repérer les endroits clés, voir le lieu de bivouac qui est prévu, si ça le fait ou si ça le fait pas, éventuellement, si vous avez des doutes, des choses comme ça. Parce que des fois, en 1h30 de marche, on y est, donc ça peut être possible de faire ça pendant le week-end. D'accord? Et bon, que vend-on? Ben là, on n'est pas sur du commerce, mais on est sur une prestation qui est liée à une évaluation. Donc, il faudra qu'il y ait des passages un peu raides, etc. Mais ça, c'est le formateur qui va vous obliger à faire ça. Vous n'allez pas pouvoir choisir un itinéraire qui est que sur des passages où il n'y a pas de problème. Sur le milieu, dans le choix de l'itinéraire, il y a des traversées de rivières. Point d'interrogation. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines rivières qu'on ne va pas pouvoir traverser en crue. Et donc, ça peut jouer sur l'organisation et sur l'endroit où on va bivouaquer, etc. Je vous donne l'exemple. La dernière fois, on est parti en randonnée plusieurs jours.
Quand on est arrivé à la rivière, elle était en crue, mais difficilement intraversable, on va dire, dangereuse. Et donc, au lieu d'aller bivouaquer 1 heure et demie de marche plus loin, on a bivouaqué au bord de la rivière à cet endroit-là. C'est un endroit qui était très bien pour ça. Et le lendemain matin, ça allait mieux pour traverser. Mais du coup, on avait 1 heure et demie de marche le lendemain en plus et on n'a pas pu réaliser le programme. Ça a tout décalé. Donc, le deuxième bivouac s'est pas fait là où c'était prévu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les conséquences peuvent être en cascade sur 3 jours. Il peut y avoir des conséquences qui sont en cascade. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Est-ce qu'il y aura du matériel? Donc, je crois que c'est Fred qui en avait parlé. Il y aura du matériel style collectif. C'est-à-dire que chaque stagiaire n'aura peut-être pas besoin de prendre une corde. Par contre, il faudra plusieurs cordes. Et si vous n'avez pas de corde, il faudra des cordes suffisantes pour pouvoir attacher les hamacs et installer les bâches, par exemple. Donc, ce matériel collectif, il faudra décider à l'avance qui va le prendre. Et cette personne qui va prendre du matériel collectif, vu qu'elle se charge plus, est-ce qu'elle peut refiler un petit peu de son poids de manière équitable à une autre personne? OK? Donc ça fait partie des choses qui sont à organiser à l'avance. Ça fait beaucoup d'éléments d'organisation. Okay, c'est très difficile à improviser sur le parking d'expérience, je peux vous le dire. Okay, et quand on est sur le parking et puis qu'on fait le tour un petit peu des poids des sacs, ceux qui ont beaucoup de matériel collectif, eh ben, ils ont du mal à le refiler aux autres. Hein, d'accord? C'est pas toujours simple à faire. Il vaut mieux anticiper au maximum. C'est bon, vous voyez un petit peu le tour. Donc là, on a parlé un petit peu du milieu, faire choisir où on va, pourquoi, etc. L'activité, ça va être de l'itinérance, il y aura du bivouac, il y aura tout un tas d'éléments d'organisation. L'accompagnateur, ça va être chacun votre tour, vous allez choisir l'itinéraire et vous allez gérer l'itinéraire, mais il aura été préparé en commun. Et les élèves, c'est vous. Les clients, c'est vous. D'accord? Donc, il faudra que ça soit adapté à votre niveau, avec des exigences qui sont liées au fait qu'il faut quand même qu'il y ait un petit peu des passages un peu techniques, qu'il y ait des traversées éventuellement de rivières, pour du terrain varié, et puis qu'il y ait de bivouac. C'est bon? Vous avez des questions par rapport à ça? Non? C'est bon? Si, peut-être. Ouais, vas-y alors, n'hésite pas, Thérèse. En fait, il y a énormément de choses à prévoir, il y a énormément de travail pour préparer ça. Ouais, c'est pour l'eau, en fait. Il faudra prévoir aussi de remplir ces... Ouais, donc c'est ça le plus problématique. Parce que ça, c'est lourd à transporter. Alors moi, je vous encourage, mais bon, tout le monde ne fonctionne pas comme ça, mais moi, très sincèrement, si je dors pas au bord d'une petite rivière avec de l'eau bien claire où je peux me baigner et puis me laver, et puis dormir dans un t-shirt bien sec, dans un hamac bien sec pour être bien peinard, je trouve que ça devient très désagréable et très rustique de faire un bivouac. D'accord? Alors même en montagne, à 2000 mètres d'altitude, dans un lac glacé, je me mets souvent au bord d'un lac ou au bord d'une rivière. Pas trop près parce qu'il y a beaucoup de bruit quand on est au bord d'une rivière, c'est très violent le bruit, c'est difficile de dormir à côté, mais pour aller chercher de l'eau et puis pour se laver. Hein, pour être bien propre et bien à l'aise pour dormir. Pensez que vous aurez besoin de 2 h 30 pour préparer votre bivouac, que la nuit tombe ça dépend de la saison, à 18 h. Ça veut dire qu'à 17 h, 16h30, d'accord, il faudra avoir fini de s'installer. D'accord, ce qui veut dire qu'à 14 h, 14h30, on arrête de progresser. Si vous vous réveillez à 7 h, à 9 h, on quitte le bivouac, à 9 h à 14h30, 10, 11, 12, 13, 14, donc vous n'avez que 5 à 6 heures de marche possible. Ça marche? 5 à 6 heures de marche en forêt tropicale, si on est un peu hors trace, ou dans des traces qui sont un petit peu difficiles. Fred, combien on fait de kilomètres? Pardon. Donc, traces difficiles, on peut faire 10 km. Voilà, on peut faire 10 km si la trace n'est pas trop difficile. Ouais. Et s'il n'y a pas trop de dénivelé. On est d'accord? Voilà. On va dire 10 km effort, pourquoi pas. Si vous êtes avec des sections qui passent dans la forêt, ou avec des moments où il va falloir faire des traversées de rivière et que vous êtes un peu hors trace, il va falloir compter 1 km heure. Ne comptez pas plus, n'espérez pas plus. Donc 1 km heure, si vous avez 5 heures, vous n'allez faire que 5 km.
Moi, je vous encourage plutôt à prévoir un itinéraire qui fait au maximum 15-16 km sur les 3 jours et vous verrez que ça suffira largement, surtout si vous mettez 1500-1800 mètres de dénivelé au total, cumulé. Peut-être même qu'il y aura 2000 parce que vous allez vous retrouver sur la pelée et ça va très vite faire du dénivelé. OK? Donc, c'est les ordres de grandeur que je vous donne. Faites attention parce que 10 km par jour, ça fait 30 km. Et très sincèrement, en Guadeloupe, avec de la trace et du hors-trace, on n'a jamais réussi à faire 30 km en 4 jours. D'accord? À chaque fois qu'on a essayé de le faire. Et pourtant, on a marché. Hein. Pourtant, on était en progression. Ça marche? Pour tout le monde? Donc, je reviens sur ce que j'avais mis. Donc, on a vu la planification. Donc, il y a plein de choses à envisager et à organiser avant. Et puis après, donc, on va. Alors, les éléments d'organisation et de préparation de l'itinérance, c'est bon, je pense que j'ai bien listé plein de trucs. J'ai certainement oublié des choses. Hein. D'accord? Ce que je voudrais, c'est qu'on parle un petit peu de la modalité des calculs des temps quand on fait une randonnée. Et pour ça, je vais vous donner un exemple qui s'appelle CityTrail, tout bêtement. Je vais afficher CityTrail. Alors, je vais ici. Alors, comment on fait? Je ne sais même plus comment on fait pour créer une randonnée, du coup. Tableau de bord. Ouais, ça a changé. Ouais, ça change souvent, mais c'est bien, ça veut dire qu'ils font avancer leur truc. On a de plus en plus de mal à s'y retrouver aussi. Donc, je vais aller sur l'éditeur, en fait. Alors, je vais créer, hop, ici, une randonnée. Donc là, je me retrouve avec un éditeur. Tous les éditeurs, ils se ressemblent un petit peu quand même, d'accord? Je peux choisir un choix de carte. Donc là, je vais prendre la carte IGN, IGN France, carte topographique. Et il faut Quand choisir on fait le le choix, lieu. on a la carte topographique. Et ensuite, je vais vous montrer une randonnée qui est en métropole et que qui passe hors trace. Et ça sera un exemple. Ce sera un exemple de ce qu'il est possible de faire. Valence, ici. Hop. Alors, je fais un zoom sur le Vercors. Et je vais vous faire une problématique d'organisation d'une randonnée journée pour une personne. Alors, c'est ma mère, en fait. J'ai emmené ma mère faire une randonnée. Elle venait de se casser le bassin en faisant du ski de fond. Elle avait 76 ans. Elle était en rééducation par rapport à une hanche artificielle. Et elle était en perte de confiance sur le fait qu'elle ne pourrait plus jamais faire de randonnée de sa vie. D'accord? Et donc, je me suis dit, alors c'était l'été, je me suis dit, il faut absolument qu'on la remette en confiance et que je trouve une randonnée qui l'amène dans un endroit qui est difficile d'accès, mais qu'elle soit mise en valeur et puis qu'elle soit contente d'avoir fait cette randonnée, mais sans risque de déraper, de tomber, de glisser, et puis sans dénivelé, avec peu de dénivelé et peu de passages techniques et raides. D'accord? C'était un challenge et c'était assez intéressant. Donc, je vous donne l'exemple de la manière dont j'ai procédé pour créer cette randonnée et lui faire faire. Ça s'est très bien passé. D'accord? Alors, je suis parti d'un endroit qui s'appelle le col de l'Arc, ici. Je me suis dit, ça serait bien qu'elle puisse aller au col de l'Arc parce que c'est quelque chose d'emblématique, c'est le long des crêtes du Vercors, et donc on est avec un paysage et un panorama qui est absolument fantastique, il y a des deux côtés. Et par contre, ce col de l'Arc, il n'est pas très très haut, il est à 1700 mètres d'altitude. OK. Le problème, c'est que la randonnée qui amène au col de l'Arc, c'est une randonnée qui est assez technique et qui passe dans des passages, dans des éboulis, avec un sentier qui est très raide et avec des graviers, des endroits où on peut tomber, où on peut se faire mal. Et il n'était pas possible qu'elle fasse cette randonnée. D'accord? Donc, je me suis dit, je vais prendre le col de l'Arc qui est ici. D'accord? Et je vais prendre le dernier endroit où on peut aller, le plus haut possible, en voiture, pour avoir le moins de dénivelé possible. Et donc, j'ai dit, on va partir d'ici, de cet endroit-là, qui se trouve à 1415. Je me suis dit 1415, 1005, 1006, 1007, ça fait 300 mètres de dénivelé positif. En marchant doucement, en 2 heures, avec des bâtons, on devrait s'en sortir. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de trace. Il n'y a pas de trace qui amène au col de l'Arc. Alors, je me dis, je ne vais pas pouvoir le faire. Et là, c'est là que votre capacité d'accompagnateur, de lecture de cartes et tout va avoir de l'importance.
Donc, je me suis dit, bah, je vais changer de carte. Je sais qu'ici, il y a un chemin qui est tranquille, on va pouvoir monter tranquillement. Ça s'appelle la Combe d'Oursière. Je connaissais, donc c'était très bien. Je me suis dit, on va arriver ici. Et entre ici et le col de l'Arc, peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose en passant au sommet de cette falaise-là. Donc, je me suis dit, le seul moyen de savoir, vu qu'il n'y a pas de chemin sur la carte, même en zoomant, vous savez que quand on zoome sur la carte, des fois, on a des petits pointillés qui ne sont pas marqués sur la carte moins détaillée. Ces petits pointillés-là, ils sont super intéressants parce que souvent, ils correspondent à quelque chose de réel. D'accord? En préparation de rando, n'hésitez pas à zoomer un petit peu plus. Et sur vos téléphones, n'hésitez pas à télécharger cette couche détaillée. C'est des options à activer. Et je me suis dit, bon, ben, on va basculer sur la photo aérienne. Alors, où est-ce qu'elle est? Voilà. Et donc là, je me suis dit, bon, on a le col de l'Arc ici, on a une falaise et on doit arriver par là. Ici, c'est le sommet de la Combe de l'Oursière. Donc, j'ai zoomé. Et j'ai regardé ce qu'il y avait sur le terrain. Alors, j'ai trouvé ici le fameux col de l'Arc avec le chemin qui n'est pas praticable pour quelqu'un qui n'a pas un bon niveau. Ici, là, c'est casse-gueule. D'accord? On peut pas. Alors, c'est un chemin tranquille, hein, mais ce n'est pas au niveau du public, de la personne que je veux emmener. Et là, j'ai vu qu'il y avait une petite trace dans le champ ici, regardez. Là, il y a une trace. Là, il y a une trace. On est dans de la prairie alpine. Regardez, là, il y a une trace. Un petit chemin, en fait. Ici, ici, ici. Là, hop, 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 ça passe par là, etc. Ça marche. Et ben, ça rejoint l'endroit où je vais arriver, c'est la Combe de l'Oursière. D'accord? On arrive à faire la jonction. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon système d'édition de traces et puis j'ai cliqué, cliqué, cliqué sur tous les endroits où je pensais que ça pouvait passer. OK? J'ai sorti la trace GPS, j'ai téléchargé les cartes sur mon GPS. Je suis allé faire un petit footing un soir parce que 300 mètres de dénivelé, ça fait un bon petit footing aller-retour. Et donc, en fait, je me suis aperçu que ce n'était pas une trace faite par des humains, mais c'était une trace de chamois, parce qu'à chaque fois que ça passe à côté des arbres, ça passait sous les arbres. Donc, en fait, les humains, ils ne seraient pas passés sous l'arbre. Lui, il faut se baisser, il faut se mettre à quatre pattes. Et donc, cette trace de chamois, elle est géniale. C'est le chemin, l'itinéraire le moins technique, le plus rapide, avec le moins de dénivelé, qui permet d'accéder au col de l'Arc. En plus, c'est dans un endroit où il n'y a jamais personne, bien sûr, parce que personne ne connaît. Et donc, j'ai emmené ma mère, on a fait cette randonnée, c'était super, on a fait l'aller-retour, ça s'est très très bien passé. Vous voyez là, comment on peut utiliser le support cartographique plus une reconnaissance pour arriver à imaginer des itinéraires qui sont super. Je donne un deuxième exemple, toujours dans le Vercors. C'est un endroit où il n'y a pas de traces, il n'y a pas de chemin sur la carte. Et on passe dans un système de lapiaz et de roches qui est absolument fabuleux, c'est ici. Et ça passe très très bien aussi. D'accord? Alors qu'il n'y a aucun chemin, aucun balisage, il n'y a pas de cairn, il n'y a rien. Mais si vous passez là avec des clients, ils ont fait la randonnée de leur vie, ils sont très très contents parce qu'ils ont vu des bouquetins, ils ont été dans la nature, ils ont vu des marmottes de près, ils sont passés dans des endroits où on a l'impression d'être sur la Lune. Et donc, c'est une randonnée qui est super. Et donc, en faisant cette randonnée, j'ai emmené des gens que je connais dans cette randonnée. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait des accompagnateurs qui faisaient ça. D'accord? Qui avaient trouvé cette option aussi. Voilà. C'est bon, vous comprenez un peu le principe du fait qu'on peut préparer en étant à la maison des choses. Et ce qui est dommage, c'est que ça ne marche pas trop bien pour la forêt tropicale. Parce que la forêt tropicale, si on n'a pas une connaissance des traces, on ne sait pas trop où ça passe. D'accord? Donc, c'est assez difficile. Vous avez des questions par rapport à ça? Donc, sur la Martinique ou sur la Guadeloupe, il y a une autre façon de procéder, c'est que vous allez sur le tableau de bord ici, et vous allez zoomer sur un endroit, et vous allez chercher les randos qui sont sur ce secteur, et qui ont été publiés par des gens, et ces gens-là les ont mis en public. Parfois, ça vous donne des idées de randonnée. D'accord? Mais il vaudrait peut-être mieux avoir un repérage préalable pour être sûr que ça passe vraiment. Parce que des fois, vous avez des mauvaises surprises. OK? Notamment sur la Guadeloupe, il y a une ou deux personnes qui ont pris la mauvaise habitude, je pense que c'est une mauvaise habitude de publier tout ce qu'ils font, et ils passent dans des endroits qui sont très intéressants, mine de rien. Donc ça peut vous faire gagner du temps en préparation de voir ces endroits-là. Je ne sais pas si au probatoire, vous avez dû traverser une rivière à un moment, descendre dans un endroit un peu raide et traverser une rivière, remonter de l'autre côté. Vous vous en rappelez? Oui.
Oui, oui, oui. Voilà. Bon, bah, écoutez, la première fois où on s'est dit, pour arriver à faire un parcours cohérent, il va falloir passer par là, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'y suis allé, quoi. Donc, on s'est mis à deux avec un accompagnateur de Martinique et on est allé voir. Et on a trouvé le passage et on s'est dit qu'il fallait mettre un peu de rubalise et tout. Ils vous avaient mis un peu de rubalise et tout, j'imagine, pour ce passage-là? Oui, oui, il y en avait, oui. Parce qu'il y avait des problèmes avec des escarpements rocheux qui étaient en bord de canyon et qui pouvaient faire qu'une personne qui se trompe d'itinéraire et qui veut rester dans un horaire peut prendre des risques en essayant de désescalader. D'accord? Donc, c'était une section qui posait éventuellement problème aussi s'il y avait une crue. Donc, voilà, on s'était posé plein de questions sur ce probatoire pour savoir comment on allait mettre les balises et tout. Hein. Voilà. Et je crois qu'il y a eu un trail qui était passé entre-temps. Parce que quand on est passé, il n'y avait pas de trace, on a ouvert la trace et après, il y a un trail qui est passé. Ça s'est fait par hasard entre les deux, quoi. Voilà. OK, ça marche. Alors, on revient sur je vais revenir sur l'emploi du temps, là, ce qui était prévu. Comment on fait pour calculer les horaires de rando? Là, je suis sur une rando. Alors, le truc simple, c'est de prendre une rando, de la créer, de l'ouvrir et de l'utiliser. Alors, 7 km 5, 1738, 367 mètres de dénivelé positif, 367 mètres de dénivelé négatif, 12 km effort et altitude minimum, etc. Donc, l'horaire, 2h02, difficulté moyen. D'accord? Donc, ça, c'est un calcul qui a été fait par qui, comment? Comment vous faites pour calculer l'horaire qu'il faudra sur une trace, une randonnée? Une distance et puis une vitesse de marche. Ouais, alors le kilomètre effort, vous connaissez tous, ce qui a été utilisé pour le probatoire. Alors, comment on fait pour calculer les kilomètres efforts? C'est la distance plus 10 fois le dénivelé positif plus une fois le dénivelé négatif. Hein? La distance plus 10 fois. le dénivelé positif. Plus Une fois le dénivelé négatif. combien? Une fois seulement. Une fois. Fois seulement. Une fois. Enfin, c'est ce que j'avais vu qui était utilisé pour le probatoire. D'accord. Ce qui voudrait dire qu'on va presque à la même vitesse en descente. D'accord? Que en kilomètre-heure que sur du plat. Moi, j'aurais envie de mettre 2 fois le dénivelé négatif. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Ouais, vous ne voulez c'est pas vous vrai. dégommer les genoux. Ouais. Alors, je ne sais plus, je ne me rappelle plus au probatoire comment ça marche. Hein. Et je pense que 2 fois, ça peut être pas mal, parce que quand on descend, comment c'est une descente raide, vous n'allez pas faire du 3 km/h. Donc là, vous avez donc ce qu'on appelle les kilomètres efforts. Il arrive que pour aller plus vite, parfois, on fait des calculs plus simples. Ah non, parce qu'en fait, ils seront moins précis. Oui, mais Pourquoi tu veux faire ça? Tu as le temps pour calculer ça? il sera d'avoir une estimation. Ouais, bon. Alors, le dénivelé positif. Alors maintenant, on a les kilomètres efforts. Mais combien de temps on met pour faire ça? Quand on veut calculer le temps qui sera nécessaire. Comment vous faites? C'est tout con, hein. Je vais grossir la police, comme ça on voit mieux. Bon, mettons que j'ai donc 10 fois le dénivelé positif. Donc là, j'ai 367 mètres. Alors, je vais calculer ça. 367 mètres. C'est la rando dont je vous parlais. Hein. Je multiplie 10 plus 7,5. D'accord? Donc, ça fait 3600 mètres plus 7,5 plus 2 fois 367 mètres. Hein. Ça va donner, allez, à la louche, 4 fois 2, 8, 4000 mètres, 4000, ça fait 5000 mètres, et 5 et 7, on va être à 12 km, c'est ça? 12 km. Donc là, ce qui est marqué, c'est 2 heures.
Bah, 12 km 2 heures, ça veut dire c'est limite de l'entraînement trail, hein. D'accord? C'est randonnée ultra rapide avec sac très léger. Ouais, on est à peu près à 6 km/h. Ouais, donc 6 km/h, ça c'est la vitesse d'un trailer qui fait un entraînement, hein, en moyenne, hein. Dans les Alpes, si vous êtes à 7 km/h, c'est un entraînement de trail, hein. 6 km/h, c'est vraiment avec un sac très très léger et de temps en temps, il faut courir, hein. Même souvent, il faut courir, hein. Sur une trace qui est un peu technique, même si elle est plate, on a du mal à courir à plus de 8 km/h. Je peux vous le dire, hein, c'est vraiment très très difficile. Je considère, moi, qu'en forêt tropicale ou sur les traces qu'on a ici en Guadeloupe et en Martinique, on divise carrément par deux, hein. Donc, on multiplie par deux les temps. Donc, en clair, d'après vous, avec ma maman qui a 75 ans, j'ai mis combien de temps pour faire ça? Sur le plat, elle marche à 4 km/h. Peut-être 4 heures? Voilà, ben, ça fait ouais, 3 bonnes heures. On va dire 3h30. Plus une petite pause de 5-6 minutes ou de 10 minutes toutes les heures. Plus une pause de 20 minutes, une demi-heure quand on est face au paysage en haut. On rajoute facilement 1 heure, 1h30. Donc, en fait, c'est une randonnée journée. Il faut prendre un casse-croûte pour midi. Il faut partir à 9-10 heures tranquille, hein, et prendre un casse-croûte pour midi et on rentre vers 15 heures. Donc, cette petite randonnée qui est un petit footing de rien du tout que j'ai fait cet été, c'est le seul truc que je peux faire avec mon mal de dos. J'ai fait avec ma chienne. Je mettais 1 heure aller-retour. Et ben, on a mis 5 heures pour le faire. D'accord? Donc, en fait, en fonction du public, en fonction de la motivation, en fonction de je m'entraîne pas, j'ai un sac, j'ai pas de sac, etc., on passe de 1 à 5 au niveau des timings, hein. D'accord? Donc, 3h30 plus les pauses, plus un casse-croûte, paysage, quand on est en haut. D'accord? Et ben, on est facilement à 5 heures. Ça marche? Quand vous allez calculer préparer votre rando, calculez que vous avez 3 jours, que le premier jour, ça va être très difficile d'être à 8 heures opérationnel en train de marcher. Parce que être à 8 heures opérationnel en train de marcher, ça veut dire se lever à 4h30, 5 heures. Ça veut dire faire la navette. Ça veut dire que quand on arrive sur le parking, tout le monde a son sac nickel, tout est prêt. Il manque rien. Il n'y a rien à contrôler. C'est tout prêt, tout ficelé, tout bien attaché, tout est calculé. Le petit sachet avec la purée, les flocons de purée, c'est dans un petit sac, il y a un petit nœud. Le réchaud, c'est un réchaud à alcool, tout est prévu. Il y a une petite bouteille en plastique pour prendre de l'alcool. Enfin, tout est calibré. Vous avez tous une petite gourde filtrante, vous n'avez pas trop d'eau. Enfin, tout est prêt, quoi. Il n'y a rien à faire. D'accord? Il n'y a pas besoin de faire une checklist ou faire vider les sacs pour vérifier. Donc, ça veut dire qu'il faudra le faire avant. OK? Et puis, après, ben, donc, si vous voulez commencer à installer le bivouac vers 15 heures au plus tard, on est bien d'accord qu'il ne vous restera pas beaucoup de temps pour marcher. Donc, si vous marchez 15 heures en 3 jours, c'est bien. D'accord? Sur du bivouac comme ça. Donc, 15 heures à 2 km/h, il y a 30 km effort. Il dit, hein, si vous faites entre 15 et 20 km en distance, ça sera très très bien sur 3 jours. Mettez pas la barre trop haute, autrement ça va devenir désagréable et vous n'aurez pas le temps. En plus, vous allez faire des exercices. Il y a des moments où on va faire une simulation de blessure. Il y a des moments où vous allez vous arrêter pour aller peut-être poser un petit bout de corde et on va pas apprendre à faire 2-3 nœuds et tout. Donc, mettez la barre assez basse en termes de longueur par rapport à la rando. C'est bon, vous êtes tous au clair par rapport au calcul de la durée d'une rando et de la longueur qu'il va falloir adapter à la vitesse de progression éventuelle moyenne des personnes que vous emmenez. D'accord? Et dans l'occurrence, c'est vous. Vous avez des questions par rapport à ça? Ça, c'est le B.A.-ba hein, de base, hein. Une randonnée de 1200 mètres, c'est une randonnée typique dans les Alpes. Et ben, c'est au minimum, avec des gens qui tiennent à peu près la route, c'est au minimum 4 heures, 4h30 pour monter, 2h30 pour descendre. Et donc, c'est une grosse randonnée journée. Et on fait un casse-croûte et on aura une grosse pause en milieu de montée et une pause au sommet. Et à la descente, il faudra s'arrêter un petit moment. D'accord?
Voilà, ça c'est typiquement la randonnée habituelle dans les Alpes, c'est un peu plus de 1000 mètres de dénivelé. Autrement, on n'a pas d'objectif à atteindre, c'est-à-dire que c'est très difficile de trouver des randonnées où il y a moins de dénivelé. Pas de questions? Si, en fait, pour le probatoire, nous, on avait, enfin, pour les femmes, c'était 11 minutes au kilomètre, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et en fait, pour un randonneur classique, c'est ça, en fait, j'aurais bien voulu savoir, c'est plus du 8 ou encore en dessous, en minutes, minutes 30 kilomètres. minutes au kilomètre, et ben, si tu calcules, je sais pas moi, sur là, ce que j'ai calculé, je vous ai dit qu'il avait fallu, si tu rajoutes les pauses, hein, c'est ça aussi, hein, parce que tu rajoutes les pauses. Donc D'accord. 4h30 pour 12 km effort, on est bien d'accord qu'on est entre 3 et 4 km/h, prévoyez pas plus, quoi. D'accord? Entre 3 et 4 km en métropole, hein, avec des clients normaux qui ont une condition physique normale, prévoyez pas plus de 3 km/h par rapport à la vitesse sur les kilomètres efforts. Hein. OK? C'est déjà des gens qui vont bien marcher, quoi. Hein. Prévoyez plutôt 2 même. OK? Et ce que je vous dis, c'est que vous, en terrain varié, il faudra prévoir plutôt 1 km/h. Et s'il y a des traces qui sont de bonne qualité, prévoyez 2 km/h. Mais ne prévoyez pas plus vite non plus. Parce que vous aurez des sacs. Hein. Vous aurez des sacs assez lourds. Le sac, il pèsera plus de 10 kg. Ça, c'est sûr. Hein. Si vous voulez dormir comme il faut au bivouac, vous allez vous allez vous prendre la tête. Hein. Vous allez passer du temps à peser chacun des éléments de votre sac et à confectionner votre sac. Vous pouvez commencer déjà à réfléchir à ce que vous allez mettre dans votre sac. Vous attachez tout, vous pesez, vous allez vous retrouver avec 24 kg. Donc, ça ne le fait pas. Ça veut dire qu'il faut descendre à 16 kg, 17 kg, grand maximum. OK? C'est difficile d'avoir 17 kg. La dernière fois qu'on est parti 4 jours, j'avais 18 kg. OK? Avec 1 kg de matériel collectif. Donc 17 kg pour moi. Hein? Essayez, commencez dès ce soir, hein, vous commencez à dire, bon, ça je vais l'emmener, ça je ne vais pas l'emmener. La brosse à dents, je vais couper le manche parce qu'elle est trop lourde. Le dentifrice, on ne va pas prendre un gros tube, on va prendre un tout petit peu. Je vais prendre un petit bout de savon, mais je vais le couper, puis je vais le mettre dans un petit plastique parce que si je prends tout le savon, c'est trop. Je vais prendre une gamelle, mais alors celle-là, elle est trop lourde et elle est trop grande. Je vais prendre une gamelle plus petite. Le réchaud que j'avais acheté à Decathlon, il est beaucoup trop lourd. Je vais aller rechercher une petite recette pour fabriquer un petit réchaud avec une canette de Coca qui pèsera 14 grammes. Je vais amener un petit peu d'alcool à brûler, qui sera une petite bouteille en plastique parce que le verre, c'est trop lourd, etc., etc., etc. D'accord? Tout doit être anticipé, calculé, ça prend beaucoup de temps. Je vous alerte dès maintenant, commencez à préparer votre sac, à réfléchir à votre sac. Hein. Alors, qu'est-ce que j'avais listé qu'on pouvait dire aujourd'hui? Ici, modalité de calcul des temps, c'est bon, vous avez compris? Ouais. Alors, après, les horaires de départ. Alors, du style, à 15 heures, de toute façon, on a fini de marcher, on est au bord de la rivière. Si vous bivouaquez au bord d'une rivière. Ou à un endroit où il y a un petit peu d'eau, il y a une petite, on peut remplir les gourdes, etc. D'accord? Parce que si on dort dans un endroit où il n'y a pas d'eau, on est obligé de porter de l'eau, le sac est beaucoup plus lourd, ça pose plein de problèmes. Alors, à 15 heures, on est arrivé. Je vous ai dit que vous allez marcher 5 heures. Ça veut dire qu'à 10 heures, au plus tard, vous êtes en train de partir. Donc, tout le monde a son sac sur le dos et c'est parti. D'accord? Ce qui veut dire qu'on prend une petite sécu. À 9 heures, toutes les voitures sont au parking et on est dans le debriefing avant le départ. On va considérer qu'il y a 1 heure de route pour y aller. À 8 heures, tout le monde part et tout le monde est dans les voitures. Ce qui veut dire qu'on se donne rendez-vous à 7h30 si on fait du covoiturage. OK? Ce qui veut dire que vous allez vous réveiller au plus tard à 6h du matin ou à 5h30. Vous. Ça marche? Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Donc, on prend les horaires à rebrousse-poil et on remonte. C'est-à-dire quel est le dernier moment où on veut avoir fini la rando et ensuite on remonte en marche arrière. Sur une randonnée normale avec des clients, il faut absolument qu'on libère et qu'on arrête à telle heure. Pourquoi? Pour plein de raisons. Il faut qu'on ait toujours un joker de plusieurs heures avant la nuit. Quand vous êtes avec des clients, ça me semble assez indispensable. Ne vous mettez pas en butée pour n'avoir que 1 ou 2 heures de jour. Si vous avez le moins de problèmes, vous allez vous retrouver à gérer un problème de nuit.
et ça devient vite beaucoup plus difficile. Donc faites très attention de prévoir vos randos avec des horaires de départ qui permettent d'avoir une marge de sécurité si jamais il y a un aléa par rapport à la nuit. C'est super important. OK? Vous avez compris le principe, l'horaire de départ et les horaires de rendez-vous, on les fait en calculant du dernier moment où on veut avoir fini le truc. C'est bon ça? Des fois, on a des surprises. Hein. Des fois, on s'aperçoit qu'il faut mettre le réveil à 4 heures du matin, quoi. Hein. Si on va faire la Victor Hugo, traversée intégrale, eh ben, ça veut dire qu'à 4 heures du matin, on met le réveil, et puis qu'à 5h30, on est au parking, et à 6 heures, tout le monde marche. Aux premières lueurs de l'aube, au plus tard. D'accord? Eh ben, ça, c'est pas facile. Ça veut dire aussi que des fois, il faut prendre sa voiture avant, et puis il faut aller dormir dans un gîte ou trouver un moyen de dormir à proximité, parce qu'autrement, ça fait des grosses journées. Hein. Alors, j'ai mis ici stratégie, durée avec repère carte, point, main, etc. Ça, c'est les petites astuces que j'ai quand je prépare un itinéraire sur carte papier, aux cartes au 25 millième. Quand je mets mon point sur la carte, j'ai une grosse randonnée de mi-journée. Et je prends une carte au 25 millième, je pose mon point, et si vous faites un circuit de la dimension de ce point, avec 400 mètres, 500 mètres, 600 mètres de dénivelé, vous avez une randonnée, une grosse randonnée de mi-journée. D'accord? Si vous mettez la main sur la carte, la surface de votre main, elle est grande ma main, hein, il va falloir faire plutôt un VTT. Hein, parce que dans la journée, a priori, ça ne va pas passer. Ou alors vous êtes trailer et ça va galoper tout le long et ça sera un gros entraînement. Ça marche? Et si on est en Guadeloupe, je pense qu'il faut poser 2 doigts, d'accord? Et vous avez à peu près l'itinéraire que vous allez pouvoir faire dans une journée. Surtout si vous sortez un petit peu des chemins battus. C'est tout bête ça, hein? Mais se dire, bon, tiens, on va passer par là, par là, par là, par là. Ben non, là, on est parti sur un truc de fou, quoi. D'accord? Avant même de commencer à cliquer avec la souris pour calculer ou de voir les dénivelés, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Je vous donne 2 petits conseils. Un petit conseil sur la création d'un itinéraire quand on est en train d'éditer une nouvelle randonnée. Je vais faire un peu n'importe quoi. Je vais prendre une carte topographique de base. On va aller sur la Guadeloupe ou la Martinique. Hop, ici. Ça marche, vous voyez? Allez, on va aller ici. On va aller sur la ravine que vous avez traversée, la Roxelane. D'accord. Alors, si je veux faire un itinéraire, par exemple, qui va partir de l'habitation Maurestin, on ne peut pas y aller en voiture, ou alors il faut un gros 4x4, d'accord? Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le point de départ, ici, et puis ensuite, je vais cliquer. Alors, pardon, il faut que je me mette en tracé, ici. Donc là, par exemple, je pars d'ici, et je vais cliquer sur tous les endroits où je vais passer. Alors, si c'est une ligne droite, je peux y aller direct. Hein. OK? Je dis par là. Et là, il va falloir descendre dans la ravine. Donc là, il y a une petite carrière, on va passer par là. Alors là, je peux aussi faire des alternances entre je bascule sur la photo aérienne et sur le. Alors vous êtes descendu dans la ravine en passant par ici. Et techniquement, en fait, le long d'une crête ou le long d'un talouet, c'est les endroits où c'est le plus facile pour descendre. Alors ça, c'est un problème de géométrie. Hein, pour ceux qui sont un peu forts en géométrie, quand on a des courbes de niveau, quand on a des formes, le chemin le moins raide pour aller d'un point à un autre, c'est la crête ou le taloueg. D'accord? Ou le fond de la ravine. OK? Donc, si à un moment, vous êtes sur le terrain et vous devez faire un choix d'itinéraire, le long des crêtes, c'est moins raide. Le seul problème, c'est que des fois, les crêtes, on arrive et puis il y a un éperon et puis il y a une falaise. D'accord? Et c'est la même chose dans les canyons, dans les talouegs. Des fois, il y a des verticales qu'il faut franchir. OK? Mais globalement, la meilleure stratégie pour descendre dans une ravine, ça va être de suivre une crête ou un taloueg. Avec les aléas, les 2 aléas verticales possibles dans les 2 cas. Mais de toute façon, c'est le moins raide. Donc, plutôt que, alors vous avez vu ici, plutôt que d'ici passer ici, vous voyez, où c'est
potentiellement beaucoup plus raide, ben, je vais plutôt descendre le long de cette crête parce que la distance pour le même dénivelé est presque 2 fois plus longue, donc c'est 2 fois moins raide. OK? Après, ici, je sais que j'arrive au bord de la ravine et je sais qu'au bord d'une ravine, généralement, ça fait un peu canyon, il y a un passage vertical. Vous avez dû le remarquer. Il y a peut-être même une petite corde à cet endroit-là. Donc, j'arrive à la ravine et j'ai cliqué au fond de la ravine. Là où il y a le trait bleu, je clique. Pourquoi? Parce que mon itinéraire qui est enregistré par l'ordinateur, il va prendre en compte le fait que je suis descendu au fond de la ravine. C'est-à-dire, je ne clique pas une fois d'un côté de la ravine, une fois de l'autre, parce que les dénivelés calculés vont être faux sur ma randonnée. Donc, systématiquement, quand vous cliquez pour créer une randonnée, si vous faites des clics sur des longues distances, débrouillez-vous pour que sur cette longue distance, le cheminement sur le terrain ne vous fasse pas monter, descendre, parce que vous allez mal calculer les dénivelés. Donc, globalement, vous cliquez quand l'itinéraire tourne et vous cliquez quand il y a des points d'inflexion montée-descente. Ça vous permettra d'avoir des randonnées qui sont bien calculées par la machine. D'accord? Donc là, il faut ressortir de la Roxelane. Il y a un endroit qui n'est pas très raide, c'est ici, c'est le long de cette crête. Et il y a un endroit où on voit c'est un peu moins raide pour l'attaquer, c'est ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Peut-être que je zoome un peu sur le... Ça affiche plus gros. Allez, je vais essayer de le zoomer. Ici, ici. Non, ça ne veut pas zoomer. Si je zoome, je casse. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que l'idée, c'était de remonter par ici. Donc, ça veut dire qu'à un moment, on va suivre la rivière pendant 50 mètres, 40 mètres. C'était le cas. Vous êtes remonté un petit peu le long de la rivière. Et donc, j'arrive dans la rivière, je suis un petit peu la rivière. Ensuite, je remonte à l'endroit qui, techniquement, semble le moins raide. Donc, le moins raide, ben, c'est ici, ici. Et là, je vais rejoindre la clairière. En fait, c'est des champs de canne. Voilà. Donc, votre probatoire, on l'a fait passer ici, sur une section qui était banalisée, qui était l'endroit le plus technique. Ça marche? Vous voyez comment on fait pour faire de la lecture de cartes fines et pour essayer de se débrouiller pour que sur le terrain, on ait techniquement, quand on suit la trace, les endroits les moins raides. Okay? Et ça fonctionne bien. Hein. À 15-20 mètres près, on est toujours à l'endroit qui est le plus cool. Ça fonctionne vraiment bien. Voilà. Ça fait partie des éléments de lecture fine qui vont vous permettre de bien préparer votre itinéraire. OK? C'est bon, vous avez compris le principe, la petite stratégie qui est liée à l'édition et à la création d'itinéraires sur un logiciel d'édition sur la carte IGN. Ça marche pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Je ne sais même plus comment on arrête l'itinéraire. Merde. Là, je vais faire échapper. Ah ouais, c'est bon. Donc là, je me retrouve avec un itinéraire. Alors, je vais enregistrer. Pour Oui. le bivouac, si on passe dans des terrains privés, il faudra qu'on demande les autorisations aussi en amont. Parce que là, il y avait... Ouais, de toute façon, vous allez passer sur des terrains privés. Alors, comment vous le savez? Vous pouvez visualiser. Vous savez que sur la carte, on peut afficher le cadastre. Si vous allez sur plus de données ici, vous pouvez visualiser le cadastre. Vous savez le faire, hein, parfait cadastral. Et donc, vous aurez en zoomant la possibilité d'afficher le cadastre. D'avoir les parcelles. D'accord? Ça marche? Donc là, vous voyez, par exemple, il y a les chemins qui passent, mais il y a plein de parcelles cadastrales. Ce n'est pas évident du tout. OK? Donc, en général, dans une randonnée, on traverse 40 ou 50 propriétés différentes. Hein? Donc, s'il fallait à chaque fois contacter les 40 ou 50 propriétaires, c'est sûr que ça pose problème. Maintenant, ce que tu dis est vrai, dans le sens où quand on a décidé de faire passer le probatoire à cet endroit-là, on est allé voir la distillerie qui est propriétaire et on leur a demandé si on avait l'autorisation, la possibilité d'organiser et de faire passer des candidats à cet endroit-là. Okay? C'est la même chose si vous organisez un trail. Par contre, pour une randonnée avec des clients, il y a quand même une certaine forme de liberté d'aller et venir qui fait que globalement, on peut pénétrer et se promener sur des terrains privés sans détériorer, hein, sans aller piétiner les plantations, etc. Si ces terrains ne sont pas clôturés, on peut parfaitement passer. Et même si c'est clôturé, souvent en métropole, ce qui se passe, c'est qu'il y a des clôtures qui sont pour les animaux
et on ouvre et on referme l'accès et on rentre quand même sur les terrains. Hein. Pour information, en métropole, quand on organise des courses d'orientation, souvent les gens coupent dans des terrains privés. Alors, il ne faut pas piétiner, abîmer les cultures, autrement vous allez vous faire tuer. Mais voilà, il y a quand même une certaine tolérance au fait de pouvoir aller sur des terrains privés. Ok. Maintenant, tu as raison, hein, si c'est un endroit qui pose un problème de propriété privée, il faudra peut-être se dire, bon, on va peut-être aller ailleurs. Hein. D'accord? Parce qu'il y en a des endroits sauvages où on peut faire les choses en étant tranquille. Ça marche? Faites attention aussi, un bivouac, quand il y a 8 personnes qui bivouaquent à un endroit, il faut beaucoup d'arbres. Il faut minimum 16 arbres qui sont bien positionnés pour pouvoir poser des hamacs. Et bien, 16 arbres bien positionnés, il faut de la place. Hein. Ça ne s'improvise pas n'importe où. Donc, les endroits où on peut faire des bivouacs dans le Zion sont assez rares finalement. Hein. Ou sinon, vous allez vous retrouver tellement séparés que de toute façon, vous ne pourrez pas manger ensemble. Hein, parce qu'il y en a qui vont être à 150 mètres des autres. Et puis vous ne vous verrez pas pendant le bivouac. OK? Ça fait partie des paramètres qui feront qu'on ne peut pas dormir partout, en fait. Donc là, regardez, 1,9 km, ce que j'ai tracé. D'accord? On a 37 mètres de dénivelé positif et 180 mètres de dénivelé négatif. D'accord? 2,8 km effort calculé avec l'outil de City Trail. Ce qui veut dire que, on va dire qu'on est à 1,5 km/h. D'accord? Et donc, il vous faudra, si vous faites ça en 1 heure, ça veut dire que vous avancez bien. Hein. Je pense qu'au probatoire, vous n'avez pas demandé d'aller aussi vite. Ça marche? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais continuer dans ce que j'avais prévu de vous dire. Je ne sais pas comment je m'y prends, mais je n'arrive plus à retrouver l'agenda. Il est là. Hop, c'est bon. Donc, pensez aussi que votre rando, ce n'est pas un circuit. C'est pas. Alors, déjà, une chose importante, c'est qu'il va falloir, si on veut sauver la planète, arrêter de faire 4 heures de route pour faire des navettes voiture quand on fait une rando. OK? C'est pas possible. Quand vous préparez des randos, il y a un parking de départ qui est aussi le parking d'arrivée. Par défaut, essayez d'organiser les choses comme ça. D'accord? Vous faites votre rando, c'est un circuit. Si possible, ne revenez pas par le même chemin. Quoique, quand il y a du paysage, à l'aller et au retour, on n'a pas l'impression de repasser au même endroit, on découvre un paysage qui est complètement différent en fait, parce qu'on ne regarde pas souvent dans le rétroviseur quand on marche. D'accord? Donc l'aller et au retour peut être quand même intéressant. Hein, ce n'est pas quelque chose à exclure. Mais je vous encourage à faire des circuits ou des circuits partiels, c'est-à-dire que votre randonnée, elle monte et puis il y aura un endroit, il y aura une petite boucle. D'accord? Il y aura une petite variante possible. C'est plus varié et en même temps, la voiture, elle reste au même endroit et on remonte dans la voiture à l'arrivée sans être obligé d'organiser une navette qui est complexe, chronophage, coûteuse et qui pollue la planète. OK? Parce que globalement, il faut des voitures en plus, etc. Donc ça, c'est une chose qui me semble importante. Si plus tard, dans votre vie professionnelle, vous êtes des artisans ou des acteurs de la création ou de la publication de topos, notamment sur la Martinique, faites attention. Il faut essayer de privilégier les randonnées où il n'y a pas besoin de faire des grandes navets de voiture. OK? Ça me semble vraiment indispensable. Ça marche? Donc, essayez de faire un peu la même chose dans votre randonnée 3 jours. Vous partez d'un endroit, vous arrivez au même endroit. Pas obligé d'aller poser des voitures la veille, de faire 4 heures de route, machin et tout. On essaye de faire des choses assez simples. Ça pose un problème, c'est que souvent les traces, elles ont été faites par les anciens pour traverser le massif. Elles n'ont pas été faites pour faire des circuits de manière ludique. Et donc, ça veut dire qu'à un moment, il faudra envisager une trace alternative ou une trace de chasseur ou une trace que les trailers utilisent pour arriver à boucler de manière satisfaisante. OK? Ça me semble vraiment indispensable. Je prends l'exemple du topo des randonnées Guadeloupe. Il y a beaucoup trop de randonnées avec des navets de voiture nécessaires. Beaucoup, beaucoup trop. D'accord? Et une des raisons, c'est que la protection du milieu naturel fait qu'on peut difficilement envisager de publier une trace, même si elle existe sur le terrain, et de la mettre en pâture à des randonneurs facilement. Il faut vraiment qu'il y ait un plan de développement ou un plan des traces qui permettent ce genre de choses. D'accord? C'est un peu regrettable sur la Guadeloupe, c'est un peu le cas.
pensez que si jamais il y a un cyclone, qu'est-ce qu'on fait? Si jamais il fait très mauvais, comment vous allez Eh faire? ben, on part pas. On part pas. Ouais. Alors vraiment, ouais, si c'est arrêté préfectoral en orange, ça ne sera pas possible, d'accord? Donc ça c'est sûr. Si ça peut être un peu aléatoire, d'accord? Comment, vous voyez ce que je veux dire? Il faut rester contactable, il faut pouvoir prendre la météo. Il y a un élément qui est de plus en plus intéressant, c'est que on a souvent Internet, même quand on est au fond d'une ravine, d'accord? Il y a plein d'endroits, quand on connaît bien le terrain, où on sait que le téléphone passe ou ne passe pas. C'est des endroits où vous allez pouvoir suivre la météo de manière précise. D'accord? Est-ce que ça vous est déjà arrivé sur le terrain de vous connecter à Internet et de prendre la météo de manière précise? Vous l'avez jamais fait? Non? Personne ne l'a fait? Ouais. Bah, dites-moi, hein, parce que moi je le fais, mais Enfin, le truc, c'est que quand la météo est vraiment pas bonne, en général, on bouge pas. Mais oui, ça m'est déjà arrivé, peut-être une ou deux fois, d'essayer ouais, t'as déjà pris des grains en rando quand même. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Ça m'est déjà arrivé quelque fois de prendre, de regarder, de vérifier, parce que au départ, il y avait une possibilité d'avoir du mauvais temps. Mais bon, globalement, dès qu'il y a mauvais temps, bon, on essaie de pas bouger, c'est ça le truc. Ok. Bon, regardez, là je me suis mis sur le radar météo. Je mets l'animation. On est sur la soufrière. Bon, on sait que ça va le faire. D'accord? Si vous avez ce gros pâté là qui est ici et qui va vous arriver dessus, que vous avez des clients, c'est déjà un petit peu limite pour eux. Peut-être qu'il faudra dire, bon, on met le turbo, on va vite au sommet, on redescend parce qu'il va pleuvoir très fort dans un quart d'heure, 20 minutes, dans une demi-heure. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez la possibilité, et ça c'est super précieux, d'avoir une prédiction de quand est-ce qu'il va pleuvoir à une heure près, quoi. Ok, là je remets le satellite, je le mets en infra plus. Bon, là, il y a un gros grumeau ici, mais c'est bon, là, aujourd'hui, ça le fait. D'accord? Par contre, oui, il y a un gros pâté là-bas. Heureusement que ça passe pas sur la Guadeloupe, ça. Hein, on est bien d'accord, hein? On échappe quand même à quelque chose, là. C'est pas passé loin. OK? Donc, ça, cette possibilité de consulter ça sur votre téléphone, c'est super précieux. Il faut être capable de le faire rapidement. Vous êtes en train de marcher, vos clients, ils ne se rendent même pas compte. Hein, mais vous ouvrez Windy, prenez Windy ou une autre application, il y en a plein. Vous affichez le radar, hop, 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 oula, oh putain, on va se prendre un gros grain là. Écoutez, moi je trouve que ça va pas être très amusant là. On va changer d'itinéraire, on va raccourcir, ou on va accélérer, ou on va attendre, on va se mettre à l'abri en attendant un petit peu, puis on ira tout à l'heure, etc., etc. Ok? C'est super important ça. Ça vous permet de faire une bonne prévision de ce qui va vous arriver sur la tête. Je vous donne un exemple. Quand on organisait la formation des professionnels de la descente de canyon, on allait faire de la pédagogie pratique, on avait des enfants qu'on allait emmener dans un canyon. Le canyon était en crue. Moi, je suis allé repérer, ce n'était pas praticable. D'accord? À l'époque, c'était les tout débuts du radar. Hein, et on a téléphoné au prévisionniste de Météo France qui a regardé le radar et qui nous a dit vous avez encore une demi-heure, trois quarts d'heure de pluie. Et ensuite, il n'y aura plus rien pendant plusieurs heures à 9 chances sur 10. D'accord? Ben, qu'est-ce qu'on a fait? On a attendu 1h30, on a attendu que le niveau commence à baisser et devienne praticable. On est descendu, on a fait le canyon avec les gamins parce qu'on a vu cette information très précise sur la pluviométrie attendue sur les prochaines heures. On n'aurait jamais fait ça si on n'avait pas eu une météo précise. OK? Donc, c'est des outils qui sont nouveaux, mais qu'il ne faut pas hésiter à utiliser pour optimiser la qualité de vos randonnées. C'est super important de savoir faire ça. Et d'y penser surtout. Alors, je rebascule ici. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre encore? Donc ça, c'était la météo à très court terme ou en cours de rando. Les variantes et les randos alternatives, les randos de repli, il faut les préparer aussi bien que si on préparait ce rando. D'accord? C'est-à-dire que vous allez préparer une itinérance de 2 jours. Il faut prévoir l'itinérance que vous aimeriez arriver à faire. Ouais, Fred, tu as ton micro. Tu as un super clavier mécanique qui fait autant de bruit que le mien.
Et donc, et vous devez prévoir, si jamais, par exemple, on n'arrive pas au bivouac, où est-ce qu'on va aller? Qu'est-ce qu'on va faire? Le deuxième bivouac, on va le faire où? D'accord? Si on n'arrive pas à traverser la rivière, comment on va faire? Et ce qu'il faut, c'est anticiper sur les possibilités d'ajustement de la longueur de l'itinéraire pour que ça reste praticable et que ça reste une itinérance sympathique. Et puis imaginer aussi au pire endroit, quelqu'un se fasse mal. Comment on va procéder? D'accord? Est-ce qu'avec ce public-là, on peut se permettre d'aller là? Parce que, voilà, avec eux, je ne peux pas, parce que s'il m'arrive un gros problème à cet endroit-là, ben, ça va être vraiment une énorme galère. Avec certains publics, on va pouvoir se permettre. D'accord? Donc ça, c'est super important. Vous allez vous retrouver obligé de préparer plusieurs itinéraires sur 3 jours et à réfléchir aux possibilités d'ajustement. Donc ça, c'est les différentes stratégies par rapport à l'itinérance. Vous avez des questions? Par rapport à tout ça? Alors, j'ai ouvert le document qui vous a été mis, qui est en randonnée itinérante, aspect technique, théorique et pratique. Aspect théorique, on va regarder un petit peu ce qu'ils ont mis dedans. D'accord? Pour voir un petit peu les connaissances qui peuvent être liées au fait de préparer une randonnée itinérante. Alors, ils ont mis un chapitre sur l'énergie. C'est de la théorie sur la régulation thermique et la production d'énergie. C'est de la physio, quoi, en fait. Il est où ce document? Ce document, je vous l'ai mis sur la plateforme en lien. Et puis, de toute façon, vous avez ici, dans le lien vers les ressources, cours et documents, vous avez 1 million de trucs. Hein. Vous n'arriverez jamais à tout lire. Ne vous inquiétez pas. Et je vous ai mis donc un lien spécifique pour randonnée itinérante, aspect technique, ici. Donc là, vous avez en fait du cours sur l'énergie, sur les unités d'énergie, la transformation d'énergie, les échanges thermiques, comment on fait pour perdre ou gagner de l'énergie, conduction, convection, rayonnement. Je ne suis pas rentré dans les détails, mais à un moment, il faudra au cours de la formation le faire, peut-être pas à l'UF1 d'ailleurs, hein, ce sera plutôt plus tard. L'eau, qui est un paramètre très très important, qu'il va falloir être hydraté, je vous l'ai dit, hein. Si on est un peu déshydraté, bah, on n'est pas bien, quoi. On n'a pas une bonne puissance aérobie. Voilà. Alors ça, c'est des connaissances qui sont très théoriques et qui éventuellement bah, ont une répercussion sur votre préparation de randonnée. Changement d'état de l'eau, liquide, solide, gaz, eau, énergie. Bon, quand ça s'évapore, ça fait du froid. Alors sur l'eau, il pourrait peut-être rajouter, mais là, on est plutôt sur de la météo, parce que vous allez être évalué sur de la météo par rapport à l'écrit. L'eau, il y a aussi sa qualité, hein. Le fait qu'il faille la filtrer ou non. Le fait qu'il faille mettre du micropure ou des petites pastilles de javel dedans, hein, comment ça s'appelle déjà? Donc, c'est des choses qui sont envisagées. D'accord? Les gourdes filtrantes, elles ne sont pas bonnes pour tout type de virus, hein, pour tout type de problème d'eau polluée. Vous n'allez pas prendre de l'eau boueuse au fond d'une vasque pourrie avec votre gourde filtrante. Il faudra quand même prendre de l'eau qui est assez propre. OK? Sinon, vous savez. Oui, Hugo, vas-y. Une question, est-ce que les pastilles micropures, en gros, ça remplace un peu la boîte filtrante ou pas? Enfin, on peut s'en Oui, servir. mais le problème, c'est que si tu as de l'eau avec vraiment des impuretés, elle va être dégueulasse. Enfin, c'est pourri, quoi. Il ne faut pas prendre de l'eau sale, quoi. Il faut de l'eau qui soit bien propre. Ok. Donc, moi, ce que je vous encourage, c'est qu'au minimum, vous avez une gourde avec un filtre charbon qui est d'assez bonne qualité. Vous filtrez ça. D'accord? Et si vous avez un doute, parce que vous êtes vraiment dans un endroit qui est un peu glauque, ben, vous filtrez et ensuite vous mettez du micropure dedans. Ça sera encore mieux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces petites pastilles de micropure, si vous avez des bouteilles d'une petite contenance, c'est-à-dire que quand vous allez mettre le micropure, il faudra attendre 1 heure avant que ça soit purifié. En marchant, ça secoue un petit peu. Vous laissez un peu d'air, comme ça brasse un peu et ça se désinfecte plus vite. Mais ne buvez pas avant 1 heure. Ce qui veut dire que pendant 1 heure, l'eau que vous avez prise, vous ne pouvez pas la boire. Ce qui veut dire que pendant 1 heure, vous allez marcher en vous déshydratant. OK ?
Ça veut dire aussi que si vous avez un point d'eau toutes les 3 heures de marche, il faut qu'au point d'eau, vous ayez suffisamment de contenant pour prendre de quoi tenir 3 heures. En fait, c'est tout un tas de petits éléments. Le fait que vous connaissez votre itinéraire, vous savez quand est-ce que vous allez pouvoir prendre de l'eau. Et donc, il faudra anticiper sur le nombre de bouteilles que vous allez emmener. Est-ce qu'elles seront pleines dès le départ? À quel moment est-ce qu'on va les remplir? À quel moment on pourra s'alléger, se dire que de toute façon, bah, très rapidement, on aura régulièrement de l'eau, etc., etc. D'accord? On peut optimiser le fait de porter le moins d'eau possible, mais il ne faut pas se planter. Parce que si on arrive à la prochaine source et qu'on croyait qu'on allait avoir de l'eau et il n'y en a pas, eh ben, vous êtes très très mal. OK? J'ai des petits repères, moi, par rapport aux surfaces des rivières. Je vais vous montrer ça sur Géoportail. Alors, sur Géoportail, en fait, on a des outils ici. Et vous pouvez mesurer, d'accord, vous pouvez mesurer une surface. Ça, c'est dans Géoportail. Alors, on va dire que, bon, là, c'est un mauvais exemple parce que je suis dans un massif calcaire, donc c'est nul. En fait, faut pas faire ça. Je vais aller en Martinique, par exemple, et je vais vous calculer une surface. Vous allez bivouaquer, et je vais vous donner des petites pistes pour savoir si votre bivouac il va être merdique ou s'il va être sympa. Mais quand on ne connaît pas l'endroit, ce n'est pas toujours évident, hein. Alors, je zoome ici. On va zoomer sur la Martinique. Il faudrait que je désactive dans l'affichage le cadastre parce qu'on s'en fout. Hop. On garde la carte topographique. Allez, à un endroit où on a envie de bivouaquer. Hop, hop. On va dire qu'on va bivouaquer un peu en altitude au niveau de la pelée. Alors, je fais un petit peu n'importe quoi. On va choisir un truc qui n'a certainement pas moyen de bivouaquer. J'essaie de trouver un truc qui soit à peu près cohérent. Ici. Donnez-moi 2 secondes quand même. Alors là, ça suit une crête, c'est nul. Ouais, je sais pas, imaginons que vous voulez bivouaquer, savoir si vous pouvez bivouaquer au niveau de la Roqueselane, ici, là. Vous avez prévu un itinéraire, vous traversez la Roqueselane ici. Ça marche? OK. Et donc, pour savoir, alors, il y a 2 choses pour savoir combien d'eau vous allez avoir sur une carte, potentiellement. Ça marche pour les massifs qui ne sont pas calcaires. Sur les massifs calcaires, l'eau, elle disparaît dessous, et donc vous ne pouvez pas savoir vraiment combien d'eau. Il faut connaître, il faut avoir les sources, et il faut s'informer sur l'état des sources. D'accord? Sur un massif qui est plutôt étanche et plutôt avec des sols ou sur lesquels ça va ruisseler, ce que je vous dis, ça me fonctionne assez bien. Donc là, je suis en Martinique, je vais aller dormir ici, là. Vous avez compris le principe à cet endroit-là. Donc, combien il y a d'eau qui arrive ici? Comment je fais? Alors là, je vais prendre les outils. Non, je ne vais pas faire ça. C'est ici, les outils. Je vais mesurer une surface. Et je vais dire, bon, on va dormir ici. On va essayer de dormir ici. Tiens, c'est un endroit qui est sympa parce que ce n'est pas trop raide. On peut traverser la Roqueselane, là. On peut faire ça en travers. C'est du Zion, il y a un peu d'orientation à faire, mais ça peut être sympa. Donc, je vais dire, bon, moi, je suis ici. Et toute l'eau qui va dans la Roqueselane, je vais calculer la surface. Donc, ici, je suis la crête. D'accord? Et puis là, je vais remonter. Et là, j'arrive sur la crête. Donc là, hop, je trace ma surface. Toute l'eau qui est à droite, elle va tomber dans la Roqueselane. Toute l'eau qui est à gauche, si vous faites pipi à gauche, ça part là-bas. Si vous faites pipi à droite, ça part par là. Ici, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Allez, on va dire qu'ici, ça monte encore. OK. Ah, je peux monter encore un petit peu. Voilà. Et éventuellement, ce qui est ici, ça va aller dans la Roqueselane, à cet endroit-là. Vous comprenez ce que je fais? Je suis les crêtes qui sont de chaque côté de la Roqueselane. Ici, et toute l'eau, ici, c'est bon. D'accord? J'ai 1 quart de kilomètre carré de surface. Ça marche pour tout le monde? Vous avez compris le truc? J'ai mesuré la surface, je sais que j'ai 1 quart de kilomètre carré.
Alors, je peux vous garantir qu'à cet endroit-là, dans la Roxelane, il n'y a pas beaucoup d'eau, sauf s'il a bien plu. Vous aurez du mal à vous laver. Vous pourrez éventuellement trouver un endroit où ça coule et vous pourrez éventuellement remplir vos gourdes, mais c'est une mauvaise idée de bivouaquer là. D'accord? Il faut que vous prévoyiez sur la Guadeloupe et sur la Martinique, il faut prévoir un petit kilomètre carré. 1 km², c'est le minimum vital pour avoir de quoi avoir une petite rivière qui coule avec de l'eau un peu claire. D'accord? En dessous, vous aurez peut-être des sources, mais ce n'est pas gagné d'avance. Le cartographe, lui, il a mis des pointillés. Ça veut dire que le débit n'est pas permanent. C'est-à-dire qu'il y a des moments de l'année où ça ne va pas couler. C'est sûr que si vous passez après un gros grain, ça va couler. Ça marche? Et par contre, si vous avez 1 km², même s'il pleut énormément, c'est quand même très difficile d'avoir une crue qui fait que vous ne pourrez pas traverser. Il faut que vous ayez 4-5 km² pour être embêté pour traverser une rivière en période de forte pluviométrie. Ça, c'est des petits repères, vous pouvez prendre des notes par rapport à ça. Je vous conseille pour le bivouac d'avoir au minimum 0,6 km², d'accord, voire 1 km², ça serait cool, pour essayer d'avoir une rivière où vous pouvez prendre de l'eau, d'accord. Et puis au-dessus de 5 km², quand il y a une crue, ça peut devenir intraversable, 4 à 5 km². Ça marche? Il faut vraiment un moment où il y a une bonne crue. Par contre, si vous avez une rivière avec 15 km², il n'y a pas besoin d'avoir une grosse crue, il suffit qu'il y ait un petit peu de pluie ou un grain qui est au-dessus sur le massif et vous risquez d'être embêté pour traverser. Okay. Alors moi, j'avais fait ce calcul pour l'endroit où on vous a fait traverser la Roxelane sur le probatoire et la surface était suffisamment importante pour qu'on puisse avoir des problèmes de sécurité si jamais il y avait une pluie importante. Ce qui voulait dire qu'au niveau de l'organisation du probatoire, il fallait un aménagement. Si le radar donnait des grosses pluies pour la journée sur le bassin versant de la Roxelane, le probatoire, il fallait remettre en question l'itinéraire. OK? Voilà, ça c'est des exemples typiques. Voilà, ça fait partie des choses que vous pouvez faire sur un ordinateur et qui vont vous permettre de prévoir un petit peu Attends, je vais envoyer un petit SMS à mon collègue qui m'appelle. Bon, ça ne marche pas. C'est pas grave, je le rappellerai. On a fait un petit peu le tour. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions? Il va falloir organiser des groupes dès demain matin. Donc, je pense qu'il faut répartir les Martiniquais qui ont l'expérience du massif dans les groupes. C'est-à-dire que les Guadeloupéens, on va les séparer. Ça serait peut-être bien, alors peut-être pas très bien sur le plan relationnel, mais au moins qu'ils soient avec des Martiniquais qui connaissent au maximum, pour avoir le maximum de ressources humaines sur la connaissance des traces, la connaissance du milieu, quand vous allez préparer les randonnées. À mon avis, c'est une bonne stratégie. Ce n'est pas que je veux vous séparer vraiment. Et puis après, par affinité, je pense que ça peut être bien de se mettre aussi un petit peu par affinité si vous vous connaissez. Vous pouvez aussi vous mettre par groupe par rapport à votre lieu de résidence, dans le sens où ça vous permettra un covoiturage pour vous organiser pour la randonnée. Ça, ça serait quand même pas mal de faire ça. Et pour ça, vous pouvez communiquer en partant du forum qui est sur la plateforme. Je pense que ça peut bien fonctionner. Et sinon, est-ce que vous avez tous les numéros de téléphone de tout le monde? Oui ou non? C'est pas sûr. On a un groupe, ouais. On a un groupe tous ensemble. D'accord. Donc ça veut dire que vous êtes sur WhatsApp? Oui. Oui, c'est ça. Ouais, c'est super. Donc si vous êtes sur WhatsApp, il faudra peut-être créer 3 sous-groupes WhatsApp. D'accord? Vous donnez le nom du groupe au formateur qui sera avec vous, et puis vous créez 3 sous-groupes qui vous permettra d'échanger spécifiquement sur WhatsApp sur ce que vous allez faire. Il faudra aussi une petite coordination entre groupes, parce que vous allez voir quand vous allez prévoir quelque chose sur la Martinique et les endroits où on peut bivouaquer de manière sympathique, vous allez tous choisir un peu les mêmes endroits, et donc que vous ne vous retrouviez pas 3 groupes au même endroit alors qu'il n'y a pas la place en fait. Donc il faudra quand même un petit moment de coordination entre groupes et puis que ça ne suive pas trop le même itinéraire. OK? Voilà. Et ça sera demain matin.
Moi, j'ai plus grand-chose. Je pense j'ai dit quand même pas mal de choses. Et puis, les autres vont revenir un peu sur ces thèmes. Le Mais là, document, ouais, vas-y. on va avoir un peu de temps, du coup, dans les journées qui vont venir, entre nous, pour s'organiser, parce que là, ça fait quand même pas mal de choses À faire, oui. Donc, on à vous faire a, en fait, en prenant en compte qu'il y a l'examen aussi lundi. Enfin, ça fait une accumulation de choses alors qu'on n'est pas tous là et ouais, c'est ouais, compliqué c'est à assez faire. costaud. Ouais. Donc, déjà, au lieu de faire 7 heures, on fait que 6 heures par jour. Mais je sais très bien que de toute façon, bah, ça fait des grosses journées, même en tant que 6 heures. Mais c'est vrai que ça serait peut-être bien quand même que les intervenants prennent l'habitude de raccourcir un petit peu leurs interventions, comme ça a été fait un peu ce matin, pour que vous ayez les temps, quoi. Hein, si on peut grignoter une demi-heure par-ci, par-là. Et vous, il va peut-être falloir vous organiser, vous auto-organiser des visios. Meet, c'est gratuit, hein. Vous pouvez faire des visios sur Meet, c'est gratuit. Vous créez votre réunion et vous vous contactez entre vous. Vous pouvez travailler ensemble avec partage d'écran pour travailler sur la carte, etc. C'est une bonne solution. Vu qu'on est à distance, c'est une solution assez sympa. Vous pouvez aussi partager des documents, partager des fonds de carte, partager des documents d'organisation. Est-ce que vous voulez que je vous montre comment on fait? C'est assez simple en fait. Est-ce qu'en 5 minutes, je peux vous montrer? Il nous reste 5-6 minutes. Je vous montre ce qu'il est possible de faire par rapport à Google. Donc, si vous avez un compte Google, vous avez un gros espace qui s'appelle le Drive, d'accord, dans lequel vous pouvez créer des fichiers. Et sur ce Drive, vous pouvez créer des fichiers que vous allez partager. Alors, quand je fais un clic droit ou que je clique sur Nouveau dans le Drive, c'est un peu la même chose avec Microsoft et avec d'autres systèmes de cloud, hein, d'accord? Je peux créer des dossiers, je peux créer un Google Doc. Ça, c'est assez facile. Ça vous permet de travailler sur un document qui est comme un traitement de texte, d'accord? Donc, si je clique et que je crée un Google Doc, ce document, je vais l'appeler Préparando JPB. Alors, vous donnez le nom de votre groupe, d'accord? Et ensuite, vous pouvez faire ici partager. Donc, il y a une personne qui crée ça, qui crée ce document. Et ensuite, je vais le partager. Par exemple, là, actuellement, parce qu'il était déjà partagé dans le dossier, il est partagé avec Fabrice Doloire et Athil Madi, qui m'aide à la coordination, d'accord? Qui ont des droits d'éditeur sur le document. Et donc, vous rajoutez les adresses mail des personnes qui sont dans votre groupe. Et ensuite, vous pouvez travailler sur ce document et vous allez avoir apparaître, il peut y avoir plusieurs personnes qui tapent, qui mettent des informations sur ce document et vous pouvez travailler ensemble sur le même document. Ça marche? Si si j'ai une image, alors là, je vais faire une petite capture d'écran, ici, et bien, je peux la coller et elle se retrouve dans le document. Donc, vous pouvez mettre vos fonds de carte, etc., assez facilement dans le document, ça sera enregistré. Vos projets d'itinéraire, etc. Vous pouvez créer des liens hypertextes, etc. Donc ça, c'est un très bon outil pour arriver à fonctionner à plusieurs et pour se coordonner sur la création d'une rando. Vous pouvez vous répartir les tâches et tout. C'est tout simple. Il suffit de créer un document, le partager avec les copains. Tout le monde travaille dessus. Vous pouvez l'ouvrir quand vous voulez. Vous pouvez travailler à 4 dessus en même temps. D'accord? Alors, des fois, c'est un peu conflictuel parce qu'il y a même, ils essayent de modifier des trucs. Mais c'est une bonne solution pour vous organiser vos randos. D'accord? Je vous encourage à faire ça. Un plus, je pense, des sous-groupes WhatsApp par sous-groupe, ça peut être sympa. OK? Ça va, il n'y a pas besoin d'en dire bien plus, hein, c'est très simple, il suffit de partager, fichier partagé, et puis bah, vous avez votre document et vous pouvez le modifier. OK? Est-ce que vous avez un peu des questions encore? Non? Demain matin, vous êtes avec, je crois que c'est Fabrice, il me semble. Je ne peux pas dire de bêtises. Hop. Donc, vous pouvez feuilleter ce document, il y a tout un tas de données qui sont des connaissances théoriques qui permettent de préparer une itinérance. D'accord? Allez voir aussi comment on fabrique un réchaud avec une canette de coca, un réchaud qui pèse 30 grammes et avec un petit peu d'alcool à brûler. C'est le réchaud idéal pour ce type de choses, hein. D'accord?
Allez pas utiliser ou alors si vous avez acheté un petit réchaud à alcool, ça va, mais vous embêtez pas à emmener un gros réchaud sur ce genre d'opération. OK. J'ai mis des liens aussi dans les parties sur format 10, j'ai mis des liens vers ce genre de choses. Je retourne, oui, ici. Demain matin, vous commencez avec Fabrice, qui va vous parler donc météo bulletin, adaptation terrain rando, et puis surtout, je pense que vous allez passer pas mal de temps sur l'organisation des groupes. D'accord? Fabrice, il vous parlera des problématiques d'orage, de crue, bassin versant. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais il vous parlera de la dynamique de la crue et des problématiques de crue. Il y a des choses que je n'avais pas dites, notamment sur un des aspects qui est très important pour un accompagnateur, c'est les orages, avec les problématiques de foudre. Donc, c'est lui qui va le faire, parce que ça, il peut y avoir des questions à la fin. Mais pensez à préparer l'organisation des groupes pour le futur. Voilà. Sinon, le reste, il tourne autour de la météorologie de manière très pratique par rapport à la préparation de rando. Ça va? Ça marche? Donc, pensez peut-être à lire les documents, notamment le document sur la prépa rando, à le survoler, et passer du temps sur la carte pour commencer à regarder à quoi ça peut ressembler une itinérance de 3 jours sur la Martinique. Les Martiniquais, est-ce que vous pouvez informer peut-être un petit peu les autres sur les ouvertures possibles par rapport aux pitons? Est-ce qu'il est possible de faire quelque chose sur les pitons? Est-ce qu'il y a des interdictions toujours en cours? Est-ce que c'est ouvert? À qui c'est ouvert? Etc. Et en même temps, il faudra aussi surveiller la préfecture, ce qu'elle dit par rapport au confinement, par rapport aux horaires, par rapport aux possibilités de se balader en groupe dans la nature, etc., etc. Ça fait des variables en plus qui sont pas à négliger quand même. OK? Donc, je sais pas, au niveau des pitons, moi j'en étais resté à les professionnels peuvent y aller. Donc, techniquement, vous êtes encadré par un professionnel, donc vous pouvez prévoir quelque chose, mais j'en suis plus sûr. Je suis pas sûr. Est-ce que quelqu'un sait? Oui, c'est ça. Oui, c'est Ouais. ça. C'est uniquement accompagné d'un professionnel. D'accord. Donc, ça veut dire que vous pouvez anticiper, préparer une randonnée qui va passer sur les pitons. Ça devrait être possible. Avec là aussi, c'est intéressant, c'est que vous aurez certainement accès à des bas de vallée avec des rivières qui sont quand même assez grosses, assez grandes, où il y aura des possibilités de bivouac, voire même de carbet, parce que peut-être qu'une nuit en bivouac vraiment zaïonne et une nuit sous carbet, ça peut être sympa. D'accord? Pas être obligé de passer 2 nuits, parce que si vous merdez, la deuxième nuit est très désagréable d'expérience. D'accord? Quand on s'est mouillé la première nuit, on pleure bien la deuxième nuit. On finit fatigué le troisième jour. D'accord? Donc, pour ceux qui n'ont jamais fait de bivouac sous hamac et bâche, c'est peut-être intéressant de se faire la main en sachant que de toute façon, on va finir à la voiture le lendemain, quoi. Donc, faites peut-être le premier bivouac sous carbet, où voilà, pour prendre l'eau, il faut quand même pas bien se débrouiller, quoi, surtout si on a une bâche pour se protéger. Et puis le deuxième dans le Zion, pourquoi pas. Ce serait une idée. Et vous faites ce que vous voulez, en fait, parce que vous verrez avec l'intervenant. C'est bon? On arrête là? Il y a des questions? Non? L'intervenant, on va discuter avec lui cette semaine? De toute façon, il y a un groupe qui sera avec Fabrice, un groupe qui sera avec un accompagnateur, je ne sais pas qui encore, de Martinique, et un groupe qui sera avec Jean-Philippe Granier, que vous allez avoir demain après-midi en cours. Une petite remarque, c'est que c'est à 14h30 demain, l'après-midi. Ce qui veut dire qu'en fait, de 13h à 14h30, vous avez 1h30 pour créer vos petits groupes, commencer à discuter, vous faire une petite visio et commencer à lire un peu les cartes et envisager des itinéraires. OK? Ça sera la même chose pour jeudi, tout simplement parce que Jean-Philippe est avec des stagiaires actuellement et quand il rentre à la maison, c'est 19h30 et il ne pouvait pas avant, quoi. Il faut que ça soit 20h pour lui, à 20h30. OK? Donc moi, je suis déjà très content qu'il fasse l'intervention parce que ça lui fait des grosses journées, mais bon, c'est comme ça. Ça marche, donc vous vous retrouvez avec Fabrice demain matin?
Ok, ça marche. Ok, Nickel. ça marche. J'essaierai d'avoir un ordinateur en route parce que moi, je serai en train de faire, je serai jury au CREPS, donc je ne serai même pas à la maison. J'essaierai d'arranger les éventuels problèmes techniques pour ouvrir la réunion et puis que tout se passe bien et qu'il y ait enregistrement de la réunion. Et puis voilà. Mercredi, vous ne me verrez pas non plus parce que je fais cours toute la journée au CREPS. Donc là, je serai au charbon toute la journée. Et par contre, on se retrouve jeudi pour orientation carto faudrait qu'on parle un petit peu des techniques de tangente à la courbe de niveau, enfin tout un tas de petites astuces d'orientation qui peuvent être intéressantes. OK? Ça marche? Ben, bonne soirée et puis ben, à demain matin parce que je pense que c'est moi qui ouvrirai la réunion, donc je vous dirai bonjour demain matin. Ok, Allez, au revoir. Ok, allez, bonne Allez. soirée à tous. Bonne À soirée. Ok, demain. bonne Bonne soirée soirée. tout le monde. Depuis La Réunion.